Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, go ahead, goal line, touchdown, 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 touchdown! Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Touchdown Actu consacré à la draft 2021, le nouveau débrief 48 heures après l'analyse de ce qu'il s'est passé en conférence américaine. On s'intéresse désormais à la conférence NFC et il y a moult choses à dire. Que peut-on attendre de Trey Lance du côté des San Francisco 49ers? Les champions en titre se sont-ils encore renforcés? La NFC Est a-t-elle enfin une vraie tête de gondole? Toutes ces questions en compagnie de Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, tu m'as présenté, je suis le gentil, tu vas présenter le méchant maintenant. Il paraît. Il fait un peu décor direct. Alexandre Hock est avec nous. Salut Alex. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Voilà, et on a hâte de savoir du coup... On va analyser un petit peu cette rubrique Good Cop, Bad Cop au cours de la prochaine heure. Après, je suis sûr que ce sera un peu plus mesuré que vous bien laisser entendre Jean-Mi. Cette émission, en tout cas, vous est présentée par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL. C'est avec Wilson qu'ont été lancés tous les touchdowns dans la Grande Ligue. Une gamme de ballons que vous retrouvez notamment sur Decathlon.fr. Messieurs, comme souvent, en tout cas comme lors de la dernière émission, on s'intéresse donc à chaque conférence tour à tour avec les choix qui ont été réalisés par les franchises et du coup notre barre d'appréciation, si on peut l'appeler ainsi, savoir un petit peu comment on juge la QV des uns et des autres avec des félicitations, des compliments, des encouragements, voir si c'est un peu moins bien du passable ou du redoublement. Sauf erreur de ma part, personne en conférence américaine n'avait redoublé. L'heure est à présent de savoir si en NFC ce sera le cas. L'année dernière, je ne sais pas si les Packers et les Eagles avaient été dans cette catégorie-là. Mais en tout cas, ils en étaient pas bien loin. On aura des choses en tout cas à dire sur Green Bay. Je vois déjà Alex qui sont pour lèche les babines. On enchaîne dès à présent donc avec la NFC West et les San Francisco 49ers. Hi, it's Navarro Bowman from the 49ers and you listen to the Touchdown Podcast. Les 49ers donc qui s'étaient invités en troisième choix de cette draft 2021 par le biais d'un trade-up avec les Miami Dolphins. Au final, les Californiens récupèrent Trey Lance, quarterback de North Dakota State au premier tour, Aaron Banks, garde de Notre-Dame au deuxième, Trey Sermon, running back d'Ohio State et Ambry Thomas, cornerback de Michigan au troisième. Au cinquième tour, on a Jalen Moore, garde de Western Michigan, Diomodor Lenoir, cornerback d'Oregon et Talanoa Hufanga, safety de USC pour finir au 16e tour avec Elijah Mitchell, running back de Louisiana. Alex, je te laisse l'honneur de démarrer sur San Francisco. La sensation de cette QV, c'est bien entendu la draft de Trey Lance. Et raconte-nous un petit peu, parce que tu n'étais pas avec nous lors du premier tour. Comment as-tu vécu ce choix de San Francisco? Fais-nous vivre les coulisses. Écoute, si j'étais un fan des 49ers, je pense que je me serais mis la tête dans les mains. Voilà, ni plus ni moins. C'est une franchise que j'apprécie, donc... j'y regarde quand même toujours un petit peu attentivement. Je suis pas emballé par le choix. On en avait déjà un petit peu parlé dans les différents podcasts qu'on a pu faire ensemble. Sans être une groupie de Justin Fields, je pense que ça aurait été quand même un meilleur choix. Ce que je trouve aussi quand même extrêmement surprenant, c'est le prix qu'ils ont mis pour sélectionner ce quarterback. Ils se sont dépouillés pour les deux prochaines drafts. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que malgré cet investissement, ils ont quand même tenté le coup à Aaron Rodgers, a priori, il y a une dizaine de jours. Donc ça veut dire... alors, certes, c'est un futur Hall of Famer, un triple MVP, mais tu n'as suffisamment pas confiance dans le choix que tu t'apprêtes à faire pour aller essayer quand même de l'échanger avec une autre franchise. Donc
pour moi, c'est pas du tout un bon signal. Et ça va en fait dans la logique de cette draft de San Francisco où je comprends rien en fait de leur logique. Je comprends pas pourquoi un garde au 2e tour, je comprends pas pourquoi un running back au 3e tour alors que Shanahan est censé être un gourou des running backs et pouvoir les faire performer même s'ils sont non draftés. Donc pour moi c'est surprenant du début à la fin. Elliot Salmon qui fait partie de notre rédaction, qui est fan des 49ers, lui aussi était dépité, il était avec moi lui sur le site, sur la rédaction, il était consterné. Voilà, c'est pas il nous avait habitués à mieux ces dernières années, là vraiment je suis circonspect. Jean-Michel, du coup, pour le coup, tu étais des nôtres pour cette draft de Trey Lance qui nous avait pas mal surpris malgré tout. Est-ce que, à tes yeux, ça a quand même été rentabilisé ? Est-ce qu'on a mis toutes les armes à sa disposition pour pouvoir performer, que ce soit à court ou moyen terme, puisqu'on l'avait dit en live notamment, c'est loin d'être sûr qu'il sera titulaire pour les Niners en 2021. Oui, quelque part, oui, ça a été optimisé. Parce que si tu regardes leur draft, tu as compris qu'ils vont beaucoup courir. Alors, c'est déjà pas une surprise, puisqu'ils couraient déjà beaucoup. Mais là, du coup, ils ajoutent un guard très puissant. Ils ajoutent 2 bons running backs. Et ils ajoutent un quarterback qui court beaucoup mieux que ce qu'il lance. Donc, du coup, c'est ça le plan de jeu. Donc, quelque part, c'est quand même cohérent ce qu'ils ont fait. Après, c'est vrai, je rejoins tout à fait Alexandre, Trey Lance, moi aussi, ça a été direct emoji facepalm, quoi, parce que j'ai pas compris. Trey Lance, quand tu vois ses highlights, il est fantastique, mais quand tu regardes un petit peu les matchs, j'en ai regardé quelques-uns parce que je voulais le voir, je voulais voir Dylan Randus, j'ai vu aussi Jabril Cox en 2019, et là tu t'aperçois que le gars, dès qu'il faut lancer à plus de 20 yards, le ballon il arrive tout le temps 5 yards devant le receveur. Donc, ok, il est costaud, ok, il a un bras puissant, mais la précision, c'est quand même très difficile à travailler. Alors bon, après, bien entendu, qui je suis pour juger un quarterback par rapport à Kyle Shanahan ? Donc la question, elle est vite répondue. S'il a confiance, je vais y faire confiance aussi. Mais c'est vrai que ça m'a quand même interpellé. Donner autant de choix de draft pour un joueur aussi peu près, c'est quand même surprenant. C'est ça, c'est un peu la seule chose qu'on peut dire concernant ce choix de Trey Lance, c'est-à-dire que on peut se dire que la route est longue, mais c'est un peu comme si un défenseur était drafté par Belichick. On se dit, si le mec a vu quelque chose, c'est que tu peux t'attendre quand même à ce qu'il en tire le minimum. Après, il n'y a pas de vérité absolue. La preuve, Garoppolo est arrivé à San Francisco. Alors, il y a eu des problèmes de blessure, mais il y a eu malgré tout un plafond qui a rapidement été atteint de la part du quarterback des Niners, malgré le Super Bowl en 2019. Donc, c'est vrai que, bon, c'est ce qui peut, je pense, inciter à se dire, en effet, on va voir surtout avec un peu moins de responsabilité sur le jeu à la passe, de par les facteurs que vous évoquiez, à savoir un jeu au sol assez massif, encore plus massif qu'à l'accoutumée qui se prépare. Mais c'est vrai que ouais, ça peut en tout cas laisser sceptiques certains fans et observateurs. Du coup, ta note, Alex, laquelle est-elle ? Moi, je suis parti sur un redoublement, voilà. Comme l'a dit Jean-Michel, je suis le mauvais flic de cette équipe. Donc, pour moi, c'est pas logique de mettre 3 choix de premier tour sur un quarterback projet que tu vas pas faire jouer la première année. T'as besoin d'un cornerback, t'attends le 4e tour pour sélectionner un joueur qui est tout sauf un titulaire en puissance. Fin de 3e tour, mais ça rejoint fin de 3e tour, pardon. Voilà, ça manque de cohérence. Trey Sermon, je pense qu'ils ont peut-être juste regardé ses playoffs où il a fait 2 super matchs, mais pour moi, ce 3e tour, c'est aussi beaucoup trop haut. Voilà, donc non, redoublement, il n'y a pas vraiment de discussion. Jean-Mi ? Ouais, c'est vrai ce que dit Alexandre. Écoute, moi j'étais parti sur encouragement parce que Trey Lance a quand même du potentiel et puis comme je le disais, ça paraît cohérent. Ils vont courir. Ils ont pris des coureurs, ils ont pris un guard, ils ont pris un quarterback qui court. Mais c'est vrai que ce qu'ils disent, ils avaient vraiment besoin d'un cornerback. Alors ils en ont pris 2, mais ils ont vraiment attendu et donc peut-être que d'encouragement, je vais descendre à passable. Alors du coup, Victor avait redoublement sur les Niners. Moi, j'avoue que j'oscille un peu entre passable et encourageant parce que c'est vrai que mine de rien, on regarde les choix. Alors moi personnellement, Trey Sermon, j'aime bien, même si en effet, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont faits pour optimiser l'attaque, mais il y a aussi beaucoup de paris entre un quarterback qui jouera sans doute pas dès la saison prochaine et un running back où, encore une fois, de par les nombreux problèmes de blessure qu'il a eu, que ce soit Oklahoma ou Ohio State, on ne sait pas concrètement quand est-ce qu'il sera pleinement opérationnel. Maintenant, par exemple, sur la ligne, j'aime bien les choix. Aaron Banks, c'est un bon choix et je trouve que Jalen Moore, je dirais pas que c'est un style, mais en tout cas dans la manière, dans le système de bloc qui va être mis en place par San Francisco, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment se régaler. Et c'est plus dans cette optique-là où je me dis que malgré tout, avec Trent Williams, avec Mike McGlinchey, avec l'arrivée d'Alex Mack, il y a malgré tout suffisamment de profondeur, de rotation pour rendre vraiment cette ligne offensive intimidante et
gommé un tant soit peu. Alors, ça n'a pas été fait de manière miraculeuse. Moi, j'avoue que les Niners, c'est vrai que le poste de receveur également me pose un petit peu question. Mais bon, surtout vu la santé là aussi fragile de Deebo Samuel. Mais en tout cas, il y a peut-être moyen de rentabiliser un petit peu ce qu'il y a autour. Espérer déjà le retour en forme de George Kittle par rapport à ce qu'on a vu l'an passé. Donc voilà, je suis entre les deux. Moi, je vous propose éventuellement, pour couper la poire en deux, éventuellement un petit passable. Quand même, sans forcément aller au redoublement. Mais c'est vrai qu'a priori, la rédaction, enfin en tout cas ceux qui se sont exprimés là-dessus, on n'est pas totalement emballé. On attendra un petit peu. Et moi, j'en reviens toujours à la même chose. Après, moi, la principale chose que je regarde, c'est est-ce que ton effectif va être vraiment optimisé dès la saison prochaine. C'est pas la certitude que j'ai. Donc voilà, c'est en ce sens aussi que ça me paraît compliqué de monter au-dessus de passable. On passe au Seattle Seahawks, messieurs, ça va aller très vite. Accrochez-vous. On a commencé avec Dwayne Eskridge, receveur de Western Michigan au 2e tour, Trey Brown, cornerback d'Oklahoma au 4e et Stone Forsythe, tackle de Florida au 6e. Jean-Michel, est-ce qu'on a bien rentabilisé le peu de choix qu'on avait à disposition ? Bah moi je trouve pas du tout. Alors autant Dwayne Eskridge j'aime bien, on en avait parlé dans notre process pré-draft, d'ailleurs ça m'a fait plaisir, il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés dont on avait parlé dans nos sleepers. Et donc il en faisait partie, c'est quelqu'un de très rapide, c'est quelqu'un qui va apporter aussi en équipe spéciale pour retourner les coups de pied ou les punts, c'est un très bon joueur, mais pourquoi tu le prends ? T'as déjà plein de cibles rapides, que ce soit Metcalf, que ce soit Lockett, et puis surtout ils le prennent alors que Creed Humphrey était disponible, que Jalen Mayfield était disponible, que Brady Christensen était disponible. Je viens de nommer 3 linemen offensifs plutôt corrects. Alors on le sait, c'était quand même le besoin principal, la ligne offensive. Eh ben non, ils prennent un receveur rapide. Alors ok, d'accord, la draft c'est pas forcément pour adresser des besoins, c'est les besoins tu les adresses à la free agency puis tu prends un bon joueur, mais quand même c'est très surprenant. Après, si je peux me permettre, peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé de remplaçant à David Moore et que même si le profil n'est pas exactement le même, ils avaient peut-être besoin d'un deuxième speedster dans le trio de receveurs principal. Alors je dis pas qu'ils n'en auraient pas besoin. Admettons qu'ils auraient toujours eu leur premier tour, leur premier choix de draft par exemple. Ils auraient pris un lineman offensif, ils prenaient Dwayne Eskridge en fin de 2e tour, j'aurais dit bravo, ok, très bien. Mais là c'est pas le cas, donc vraiment, moi ça m'a vraiment surpris. Alex, un avis là-dessus. C'est une draft un peu à l'image de ce qu'aime Pete Carroll. Hein. Mine de rien, si tu regardes l'échantillon, il y a du petit et du très grand, notamment avec Stan Forsythe. Avec Forsythe, ouais. Bah écoute, moi j'ai pas grand-chose à dire de plus que Jean-Michel. Je partage son avis à 100%. Je rajouterais même que ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de renfort sur la ligne défensive, qui pour moi quand même était à considérer. Eskridge, ça sera sûrement un bon joueur, donc ça atténuera cet effet mauvaise draft, parce qu'il va certainement contribuer, il va certainement avaler des yards et marquer des touchdowns, mais il n'empêche que, comme dit Jean-Mi, ils en avaient pas vraiment besoin, donc voilà, mais bon, avec les Seahawks, on a l'habitude d'être toujours un petit peu surpris par leur draft, donc voilà, cette année, la règle se répète encore une fois. Alors du coup, Alex, tu pars sur un passable ou sur un redoublement, si je t'entends ? Moi, je pars sur un passable, mais un passable moins. C'est une catégorie qu'on va rajouter bientôt, ça. C'est ça. Jean-Mi, est-ce que tu es plus optimiste ou est-ce que tu restes sur passable aussi ? Non, passable. Ouais, passable également pour toi, ouais. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'encore une fois, l'échantillon n'est pas extraordinaire. Donc, si déjà on est mitigé sur un choix en particulier, c'est compliqué derrière de redresser la barre, surtout avec des choix de 4e et de 6e tour. Victor avait mis passable. J'avoue que ouais, j'adore Eskridge. J'en ai fait Trey Brown. Je trouve que c'est un très bon corner malgré tout, qui était beaucoup en retrait, qui courait peut-être pas aussi vite que d'autres, mais qui je pense va être assez intéressant. Un bon bagarreur, même si c'est un petit profil. Donc très franchement, les choix me dérangent pas en soi, mais bon, je me range à la majorité. Ce sera passable en l'occurrence pour les Seattle Seahawks. On passe à présent aux Los Angeles Rams qui ont drafté au 2e tour Tutu Atwell, receveur de Louisville, Ernest Jones, linebacker de South Carolina au 3e tour. Au 4e tour, on avait Bobby Brown, the third defensive tackle de Texas A&M, Robert Rochelle, cornerback de Central Arkansas, et Jacob Harris, receveur de UCF. Au 5e tour, Ernest Brown, the fourth defensive end de Northwestern, ça ne s'arrête jamais. Et au 7e tour, Jake Funk, running back de Maryland, Ben Skowronek, receveur de Notre-Dame, et Chris Garrett, linebacker de Concordia Saint-Paul.
Jean-Michel, j'ai pu voir notamment sur les réseaux sociaux que c'était une draft assez mitigée chez les fans. Est-ce qu'on n'a pas privilégié avant tout des profils du côté de Los Angeles ? Ah oui, je pense. Mais tu vois, si je prends cette même draft et que je la transpose sur une autre équipe, je pense que mon avis est un petit peu différent. Je vais prendre le premier choix, par exemple, qui était au deuxième tour, c'est Tutu Atwell. Et c'est vrai que pour moi, avec son gabarit hyper léger, il doit peser 50 kilos, le gars, j'exagère un petit peu, mais ça m'aurait vraiment surpris ailleurs, même si on sait qu'il est explosif, on l'a vu avec Louisville. Mais par contre, quand je le mets avec Sean McVay et son système offensif, voilà, très vertical, quand je le mets avec le quarterback qui vient d'arriver, Matthew Stafford, qui a un super bras, finalement, ça remonte un petit peu le truc, parce que je trouve ça cohérent quelque part. C'est vrai que j'attendais plutôt un linebacker au deuxième tour, mais ils l'ont pris au troisième tour. Donc ensuite, je pensais qu'il y avait des besoins sur la ligne défensive. Ils l'ont fait de suite après avec Bobby Brown. Cette intersaison, ils ont perdu quand même beaucoup de defensive backs. Et finalement, ils arrivent à attraper un gars qui est pas mal du tout, Robert Rochell. Donc ouais, non, moi, quelque part, alors mitigé, oui, bien sûr, c'est pas fantastique, mais je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Ça vend pas forcément de rêve, mais c'est cohérent malgré tout, ouais, si je te suis. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je pense. Alex, on avait ciblé, notamment lors de la preview des Rams de mémoire, des besoins sur le pass rush. Visiblement, on continue de se dire que Aaron Donald restera la pierre angulaire dans ce domaine. Oui, c'est vrai que moi je comprends pas trop cette logique d'enquiller les receveurs, surtout quand tu as déjà Cooper Kupp, Robert Woods, Van Jefferson qui a été drafté l'année dernière assez haut. C'est vrai que aider Donald, c'était pour moi aussi quelque chose d'important. Bon, ils ont prolongé Floyd, ils ont confiance en lui, a priori, vu le contrat qu'ils lui ont donné, très bien. Brown, pris en milieu de draft, pourquoi pas, il va contribuer assez rapidement. Et ça manque pour une équipe qui était défense numéro 1 en 2020. Je trouve que les départs ne sont pas vraiment compensés. Même si, comme dit Jean-Michel, Rochelle, c'est un corner qui devrait participer. Ils ont quand même perdu Hill et Johnson et je ne vois pas vraiment de renfort à ce niveau-là. Et voilà, cette compilation de receveurs, je ne comprends pas. Tu as déjà une attaque qui est renforcée par l'arrivée de Matthew Stafford avec 3 très bonnes cibles. Pourquoi encore en rajouter 2, 3 ? C'est incompréhensible. Du coup, comment les note le bad cop alors ? Passable. Pourquoi tu demandes ? J'ai envie. Écoute, moi je suis le bon flic, donc je suis juste un petit peu au-dessus. Moi j'étais parti sur encouragement. Encouragement, c'est quand même la note du milieu. Je veux dire, c'est pas un 15 sur 20. Encouragement, c'est quoi ? C'est du 10, 12, même pas, quoi. Enfin voilà, vers là. Moi je pensais quand même encouragement parce que les 4 premiers choix me paraissent solides. Et puis c'est vrai que oui, je suis surpris. Je vais pas me répéter sur Tutu Atwell, mais quand même dans le système McVay, ça peut faire sens. Alors pourquoi pas, hein. Alors là aussi, je vais être embêté. Victor a mis passable. J'avoue que je suis un peu l'école Boujard. Je pars un peu sur des encouragements. Il n'y a pas que des bons choix. Mais c'est vrai que j'arrive quand même à comprendre notamment la logique sur des choix intermédiaires, notamment Jones, Brown, ce type de profil qui peut éventuellement aider à contribuer, même si c'est vrai que cette absence notamment de edge rusher laisser un petit peu de côté au profit justement d'un énième receveur supplémentaire. Alors, on va peut-être avoir une attaque hyper explosive l'an prochain avec Matthew Stafford, hein. On envisage de rentabiliser jusqu'au bout l'investissement qu'on a consenti pour lui faire quitter Détroit. Et je veux bien, mais ouais, il faudra voir éventuellement, surtout qu'il va peut-être y avoir une réorganisation défensive avec l'arrivée de Raheem Morris. Et ça, c'est un des points d'interrogation. Donc je me dis, bon, après, j'imagine que ça a été pris en considération. Et j'irai peut-être plutôt vers des encouragements. Du coup, Alex, ça te va si on part sur les encouragements ? Oui, écoute, les Rams, c'est pas l'équipe sur laquelle je serai le plus strict sur ma position. Donc j'aime bien Atwell. Et je pense qu'avec Stafford, ça peut faire des étincelles. Donc je suis prêt à monter un petit peu. Très bien. Donc encouragement en tout cas pour les Los Angeles Rams. On termine dans la NFC West avec les Arizona Cardinals qui avaient drafté au premier tour Zaven Collins, linebacker de Tulsa. Au deuxième tour, Rondale Moore, receveur de Purdue. Au quatrième tour, Marco Wilson, cornerback de Florida. On avait ensuite au sixième tour Victor Dimukeje, edge rusher de Duke, et Tay Gowan, cornerback de UCF. Avec au septième tour James Wiggins, safety de Cincinnati, et Michael Mennett, centre de Penn State. Alex, deuxième linebacker de suite, drafté au premier tour par les Cardinals. Est-ce que sur le moment, tu serais parti sur la même logique ? Non, absolument pas. Ça m'a beaucoup surpris. Alors Zaven Collins, c'est un très bon joueur et je pense qu'il va faire une belle carrière. Mais est-ce que c'est un désaveu pour Isaiah Simmons drafté l'année dernière ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en prévision peut-être d'un repositionnement de Simmons ?
Je sais pas, avec le départ de Peterson et ce besoin au poste de corner dont on avait plusieurs fois parlé, je serais vraiment parti sur le poste de corner. Après, bon, je suis embêté avec la draft des Cardinals parce que j'aime bien les joueurs qu'ils ont fait. Pour moi, ils font 2 énormes styles en fin de draft avec Gowan et Wiggins. Mais il y a des besoins qu'ils ont oubliés. Voilà, le poste de tight end aussi, je pense que ça manquait davantage qu'un receveur. Donc bon. Bah après, peut-être que Kingsbury part vraiment sur une attaque très très écartée. En gros, ce pourquoi on l'attend depuis qu'il est arrivé de Texas Tech, pour faire simple. Oui, bien sûr, mais bon. Ça te laisse pour toi tout de même. Sur ta fin, en tout cas. Voilà, exactement. Jean-Michel, si on s'intéresse à un profil en particulier, j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce choix. Marco Wilson avec Vance Joseph. Oh oui. Est-ce que ça pue pas le defensive back qui va être une machine à flag? Oh, mais ça va être génial, ça. Il va lever sa chaussure, il va le lancer sur l'adversaire. Parce qu'il faut le dire, pour ceux qui suivent pas la NCAA, voilà, c'est un cornerback de Florida, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais il a surtout fait parler de lui cette année, parce qu'à un moment donné, il a pété les plombs sur le terrain, il a levé sa chaussure, il a jeté sur le terrain, enfin bon, bref, n'importe quoi. Et comme dit Alex, c'est vrai qu'on attendait tous un cornerback numéro 1. Et il n'y est pas. Alors je veux bien qu'à Marco Wilson et Gowan qui pourront peut-être aider, enfin pas peut-être, qui vont aider, mais car même quand ils ont pris Zaven Collins, qui est évidemment un excellent joueur, Zaven Collins, mais il y avait toujours Caleb Farley de disponible, il y avait toujours Greg Newsome de disponible. Donc du coup tu te dis mais pourquoi ils y vont pas? C'est ça qui est surprenant, tu vois. Le deuxième tour, oui, moi c'est sûr que j'aurais pas pris Rondale Moore, c'est pas un joueur que j'adore, mais ça fait vraiment sens avec Kingsbury et Arizona. Et puis ça fait même vraiment sens avec la NFC West. Tu vois, Seattle ils prennent Eskridge, tu vois que les Rams ils prennent Atwell, Arizona ils prennent Rondale Moore. T'as compris qu'ils veulent tous des petits receveurs très rapides et attaquer la profondeur dans cette division. Mais l'un dans l'autre, ouais, ce manque de cornerback, c'est vraiment dommage. Après, Victor Dumukwege, c'est un très bon joueur. James Wiggins, c'est une très belle affaire. Tegowan, tu vas nous en parler, Grégory. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même une bonne draft. Mais voilà, c'est le premier tour qui est un peu surprenant. Ouais, non, Tegowan, c'est un profil extrêmement intriguant. Hein. C'est vrai que c'est un joueur assez athlétique, assez longiligne. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation parce que déjà, d'une part, c'est un joueur qui a opt-out. C'est un joueur qui est un peu à l'instar d'Aaron Robinson, a été baladé un petit peu partout sur le backfield défensif, donc on n'a pas une idée vraiment claire de la position à laquelle il peut vraiment performer à l'échelon supérieur. Maintenant, contrairement à Robinson, je trouve qu'il a il a démontré un peu plus d'aptitude en 2019 sur le secteur extérieur, et c'est là où je te rejoins, ça peut en effet être une belle surprise, et pourquoi pas je sens plus que Marco Wilson en l'occurrence, qui pour moi peut être un bon nickel éventuellement. Un bon joueur dans les petits espaces, mais ouais, je le trouve quand même assez indiscipliné et assez inconstant dans sa manière de gérer les couvertures. Donc je sais pas si Gowan a été drafté au 6e tour, c'est que manifestement il rassure pas beaucoup de franchises, mais en l'occurrence, oui, de par ce qu'il a pu montrer, de par les instincts qu'il a mis en application du côté de Central Florida, j'en attends peut-être plus paradoxalement que Marco Wilson. Mais après... En l'occurrence, oui, c'est un poste qu'ils ont considéré. Après, est-ce que c'était les meilleurs profils aux meilleures positions? C'est là où le débat reste ouvert. James Wiggins, j'aime beaucoup. Également, je l'avais dit, dans cette position de free safety, ça peut être potentiellement un starter en puissance, un potentiel style aux côtés de Budda Baker à surveiller. Victor Dumukwege, je l'aurais plutôt vu sur un poste de defensive end classique. Dans le système défensif d'Arizona, ça reste à voir, mais encore une fois... voilà, il y a des points d'interrogation, des choses qui sont très intéressantes à suivre lorsque la saison régulière reprendra ses droits. Mais en tout cas, oui, il y a des choix en tout cas qui ne laissent pas indifférent, ça c'est moins qu'on puisse dire. Tu pars sur quelle note, Jean-Mi, du coup, pour les Cards? Alors je pars quand même sur encouragement parce que c'est des très bons joueurs. Voilà, même si ça ne correspond pas forcément aux besoins qu'on attendait, c'est quand même des très bons joueurs. Donc pour moi, c'est la note médiane, encouragement. Encouragement, Alex? Oui, même logique, effectivement, j'aime bien les joueurs. Voilà, il y a des choix qui interrogent en termes de position, mais il y a pas mal de choix intéressants, et notamment ce qui me fait passer sur encouragement, c'est ces deux, pour moi, styles en fin de draft, voilà, avec, on a dit, Gowan et Wiggins. Donc encouragement pour Victor également, donc on part sur des encouragements globaux pour la franchise de Glendale. On a fait le tour sur la NFC West, on passe désormais à la division Sud. What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks.
You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! Et on démarre avec l'équipe qui avait le 4e choix de draft dans cette QV 2021, les Atlanta Falcons, qui ont donc sélectionné au premier tour Kyle Pitts, tight end de Florida. Au deuxième tour, Richie Grant, safety de UCF. Jalen Mayfield, tackle de Michigan, a été drafté au troisième tour. Au quatrième tour, on a retrouvé Darren Hall, cornerback de San Diego State, et Drew Dolman, centre de Stanford. Puis au cinquième tour, Taquan Graham, defensive lineman de Texas, Adeo Gundeji, edge rusher de Notre-Dame, et Avery Williams, cornerback de Boise State. Tout ça pour finir au sixième tour avec Frank Darby, receveur d'Arizona State. Jean-Michel, O-line et defensive back, c'est le mot d'ordre a priori du côté de la Géorgie pour le nouveau front office. Oui, c'est ça. Et peut-être une pépite aussi avec Kyle Pitts. Voilà, parce que je pense que cette draft, en fait, même s'il y a combien de joueurs là, 9 joueurs, je pense qu'elle sera évaluée sur la réussite ou non de Kyle Pitts. Voilà, c'était un phénomène avec Florida l'année dernière. S'il arrive à reproduire cela en NFL, on dira que leur draft a été excellente. C'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Après, deuxième tour, excellentissime. Richie Grant, très bon safety, ça correspond à un besoin. Le joueur est très très bon, très complet. Ça, c'est parfait. Le troisième tour, j'aime bien avec Jalen Mayfield parce que quand même il jouait tackle droit avec Michigan, il a fait de bonnes choses. Vu son gabarit et ses compétences, je pense qu'en guard, il va dépanner, c'était un besoin. Par contre, là où je mettrais une petite limite, c'est que juste après Jalen Mayfield, les Bengals ont sélectionné Joseph Ossai. Or, les Falcons avaient besoin de pass rush et le pass rush, là, j'en vois pas. Adetokunbo Ogundeji, on l'a vu avec Notre-Dame, c'est un bon joueur, mais franchement, si tu prenais Joseph Ossai à la place de Jalen Mayfield, j'aurais mis une note déjà beaucoup plus haute. Ouais, c'est sûr. Je vais m'exprimer après, juste avant, Alex. Est-ce qu'il y a un profil qui t'intrigue tout particulièrement dans cette liste de 9 noms draftés par les Falcons ? Non, pas de profil qui m'intrigue particulièrement. Bon, je comprends le choix Kyle Pitts parce que bon, il paraît qu'on passe pas sur un joueur générationnel, donc ok. Après, c'est ce que je me suis laissé dire aussi. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était le choix dont ils avaient vraiment besoin compte tenu déjà de l'efficacité de l'attaque aérienne? Je suis pas convaincu. Maintenant, clairement, si c'est un Hall of Famer en puissance comme on nous l'annonce, bah, c'est un bon choix. Jean-Michel l'a dit, ça déterminera cette draft. Mayfield, pour moi, c'est un bon choix malgré tout, même si effectivement il y avait Ossai derrière, parce qu'il est assez brut et alors soit il va jouer en garde, soit il a le temps d'apprendre derrière Matthews et il y a McGarry à droite, donc ils peuvent se permettre de le développer. Alors Grant, c'est un bon joueur, mais moi ce qui me gêne, c'est qu'ils l'ont pris avant Trevon Moehrig, qui était mon chouchou, donc c'est mon bémol sur ce joueur. Après, effectivement, ça va être un titulaire efficace et immédiat dans la défense des Falcons. Mais ce manque de pass rush, comme l'a dit Jean-Michel, ça m'empêchera de mettre une bonne note. Parce que sinon, c'était quand même relativement solide et logique. Mais il manque un chasseur de quarterback. Ouais, très clairement, moi, c'est là où le bémol existe. Et je l'ai cherché pendant 3 jours. C'est vrai, Jean-Michel le disait, Adeo Gunjobi, en effet, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. Mais en l'occurrence, c'est peut-être pas le profil le plus à même, en tout cas, de contribuer dès 2021. Ça peut être un projet assez intéressant, mais en tout cas, dans l'immédiat, on s'est avant tout penché sur le fait de peut-être moins exposer ce backfield défensif. Mais ce backfield défensif, il restera sans doute exposé s'il n'y a pas suffisamment de pression. Donc là, en l'occurrence, il va falloir aussi faire une confiance un peu aveugle au nouveau coordinateur défensif d'InPeas et espérer en effet que le système sublimera l'effectif qui n'est pas non plus mirobolant, on dira, sur les extérieurs. Donc à voir. Après, moi, il y a des joueurs que j'aime bien dans cette liste. Drew Dolman, pour moi, c'est un profil qui m'intrigue énormément sur la position de centre. En plus, lineman offensif de Stanford, donc technique, agressif, et je pense que dans le système offensif qui va être mis en place par Arthur Smith, je pense qu'il y aura moyen qu'il se régale. Il n'y a pas non plus de running back dans cette classe, donc manifestement, on part sur Mike Davis et peut-être sur Cordarrelle Patterson, si on suit la logique de Chicago. Donc, ça aussi, ça me laisse un peu sur ma faim. Mais Drew Dolman, par exemple, j'aime bien. Même un Darren Hall, je suis curieux de savoir comment ils vont l'utiliser. Mais oui, on va dire que ça a été un peu un phénomène montagne russe au cours de ces derniers jours. Alex, du coup, t'es parti sur quelle notation pour Atlanta ? Moi, je suis parti quand même sur des vrais bons encouragements.
Très bien. Jean-Mi, pareil. Ouais, j'ai oscillé même avec les compliments, parce que Kyle Pitts, c'est quand même une pépite, c'est une perle ce joueur. Mais sinon, encouragement, ça m'irait. Victor a mis compliment. J'avoue que par rapport à ce que je disais, je partirais peut-être sur encouragement. Je vais peut-être faire le rabat-joie pour pas dire autre chose, mais ouais, j'attendrai voir concrètement ce que ça a donné. Après, il y avait tellement de besoins malgré tout au sortir de cette free agency relativement discrète qu'il n'y a pas d'énormes erreurs, mais forcément il y a des postes où on peut rester un petit peu sur notre fin, en l'occurrence donc encouragement pour Atlanta. On passe aux New Orleans Saints à présent, qui ont sélectionné au premier tour Peyton Turner, edge rusher de Houston, Pete Werner au deuxième tour, linebacker d'Ohio State, au troisième tour on avait Paulson Adebo, cornerback de Stanford, la surprise au quatrième tour avec la draft du quarterback de Notre-Dame, Ian Book. Au sixième tour, on avait London Young, tackle de Kentucky, pour finir au septième tour avec Kawan Baker, receveur de South Alabama. Alex, les Saints, c'est un peu la franchise qui n'a pas hésité à partir sur des choix osés. Qu'est-ce qui te surprend le plus au final ? Est-ce que c'est Peyton Turner au premier tour ou Ian Book au quatrième ? C'est l'intégralité de leur classe qui me surprend. Les Saints font partie de ces quelques équipes qui, pour moi, ont fait des choix à chaque tour, un tour trop tôt par rapport à ce qui était attendu. Je comprends pas tellement la sélection de Turner, non seulement sur le besoin, qui pour moi n'était pas un besoin primordial, et sur le joueur. Il y avait, si tu veux un pass rusher, il y avait Grégory Rousseau qui, malgré son opt-out cette saison, me semblait quand même offrir davantage de garanties que Turner. Après, Werner au deuxième tour, oui, c'est pour remplacer Anzalone, mais est-ce que Werner valait vraiment un second tour ? Je ne suis pas persuadé, et il y avait d'autres linebackers qui me plaisaient davantage, et peut-être même avec des profils plus complets. Quant à Ian Book, c'est intéressant, parce que j'aime bien ce quarterback, j'aime bien l'université de Notre-Dame. Pareil, quatrième tour, ça me semble quand même un petit peu ambitieux, enfin un petit peu osé pour un joueur qui, je pense, aurait pu être disponible plus bas. Il manque de taille, alors est-ce qu'ils veulent, ils pensent retrouver la même logique qu'avec Drew Brees, c'est-à-dire un quarterback pas très grand, mais hyper efficace. Je sais pas, je suis pas du tout emballé par cette classe. Jean-Mi, Ian Book, justement, ça peut bouleverser la hiérarchie à moyen terme avec Jameis Winston et Taysom Hill pour toi ? À moyen terme, oui. À court terme, je pense pas. Pour 2021, je pense que c'est ancré, mais à moyen terme, oui. Parce que comme l'a dit Alex, il offre quand même des similitudes avec Drew Brees. Alors, on se calme. Hein. Je suis pas en train de comparer Ian Book avec un futur Hall of Famer, mais c'est quand même ce joueur dans la poche qui est très précis, qui a une bonne lecture, une bonne vision de jeu. Donc, c'est quelqu'un qui, pourquoi pas, surtout avec Sean Payton, et donc un staff qui connaît bien un quarterback de ce type-là, pourrait devenir titulaire à moyen terme. Donc, moi, elle me plaît bien cette sélection. Peut-être que c'est un petit peu haut, je sais pas, mais ça me plaît bien, ouais. Est-ce que c'est la seule qui te plaît pour rebondir sur ce que disait Alex ? Non, j'aime bien Pete Werner, alors peut-être que c'est un peu haut, c'est possible, mais c'est vrai que c'est un bon linebacker, c'est un ancien safety, donc en tant que linebacker, il va apporter une science du jeu, notamment pour défendre la passe, c'est plutôt pas mal. Paulson Adebo, le souci c'est qu'il n'a pas joué en 2020, et le problème c'est qu'il y a d'autres cornerbacks qui ont joué et qui ont marqué des points, donc ils lui sont vraiment passés devant, parce que sinon ce joueur, les saisons 2018 et 2019, il était fantastique, je veux dire, s'il s'était présenté à la draft 2019, il aurait été pris plus haut que le troisième tour, j'en suis certain. Donc ça restait une bonne affaire. Et puis linebacker et cornerback, c'était vraiment leurs deux postes à besoin. Et ils les ont adressés. Donc du coup, ça me paraît plutôt bien. Disons que si la draft s'était arrêtée au premier tour, alors là, c'est sûr que j'aurais mis une note vraiment pas terrible. Parce que Peyton Turner, alors je veux bien, c'est un bon joueur, il est costaud, c'est un bon defensive end. Mais il a une historique de blessures longue comme le bras. Et effectivement, comme disait Alexandre, il me semblait qu'il y avait d'autres pass rushers qui donnaient plus de garanties. Et puis surtout, pourquoi prendre un pass rusher ? Juste quand tu annonces que tu lèves l'option de 5e année de Marcus Davenport, que tu as déjà Cam Jordan de l'autre côté, et tu prends Peyton Turner au premier tour, alors qu'il y avait quand même des cornerbacks. Je veux dire, s'ils avaient pris, mettons, un Santé Samuel, j'aurais dit, ah ben voilà, bravo, banco. Là, ça interroge beaucoup quand même. Moi, j'avoue que je suis un peu curieux. Alors, la sélection de Peyton Turner, ça peut faire écho notamment au fait que Trey Hendrickson soit parti. Et on a vu que sur une ligne défensive avec pas mal de rushers malgré tout, c'était une défense qui réussissait à bonifier le boulot de l'attaque, en tout cas, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment ces dernières années à la Nouvelle-Orléans, enfin un peu plus depuis qu'il y a Dennis Allen, mais on se rappelle par exemple des Erspaniolo, Ryan, c'était loin d'être le cas, donc il y a peut-être dans cette idée d'avoir un peu plus de rotation sur le poste de defensive end. Après, moi, ce qui m'interroge, au-delà de ce que tu as déjà évoqué, c'est que
Il y a peut-être des besoins également sur l'intérieur de la ligne. Malcolm Brown est parti, Sheldon Rankins également. Alors je veux bien qu'il y ait Shai Tuttle ou Malcolm Roach par exemple qui ait montré quelque chose, mais peut-être qu'il y avait besoin d'apporter un petit peu plus de profondeur en l'occurrence, plutôt en effet que de renforcer massivement ce poste de pass rusher. Alors après voilà, on ne sait pas, hein, on va voir. Peut-être qu'on va comment dire, je sais pas, demander à un Davenport de jouer un peu plus sur l'intérieur, j'en sais rien. C'est des choses que j'énumère comme ça, mais vas-y Jean-Mi. Mais c'est vrai ce que tu dis. Si par exemple ils avaient pris Christian Barmore, ça aurait été très intéressant parce que Onyemata est bon, mais tu mettais un Barmore à côté, on aurait tous compris. Il n'y a pas de souci, tu renforces la ligne défensive, mais depuis l'intérieur. Là, de l'extérieur, c'était moins lisible. Oui. Voilà, c'est ça. Donc après, bon. Du coup, ça t'incite à aller sur quelle note, Jean-Mi ? J'oscille entre encouragement et passable. Hein. Franchement, je suis entre les deux. Hein. Alex ? Eh ben moi j'oscille entre passable et redoublement. Je resterai peut-être sur passable parce que j'ai pas envie de me fâcher avec l'énorme communauté de supporters des Saints en France. Mais non, franchement, pour moi c'est une draft qui est vraiment en dessous de la moyenne. Donc si on restait sur passable, ça serait un tout petit passable. Victor avait mis redoublement. Ouais, je te rejoins un peu. Je dirais un petit passable en effet. C'est vrai que c'est pas la classe, notamment depuis l'arrivée de Jeff Ireland, qui me laisse le plus, qui me vend le plus de rêves du côté de la Nouvelle-Orléans, surtout dans une année aussi cruciale que celle-là, avec un salary cap qui a nécessité beaucoup de cuts et la fin de carrière de Drew Brees. Donc c'est sûr que là encore, si on est fan des Saints, on a de quoi se poser 2-3 questions. Mais bon, il n'y a pas que des mauvais choix en somme, mais ouais, va falloir en tout cas confirmer, bonifier en tout cas certains de ces choix dès 2021. Donc passable pour les New Orleans Saints. On passe à présent aux champions en titre, les Tampa Bay Buccaneers qui ont sélectionné au premier tour Joe Tryon, edge rusher de Washington, Kyle Trask, quarterback de Florida au deuxième tour. On a ensuite Robert Hainsey, lineman offensif de Notre-Dame au troisième, Jalen Darden, receveur de North Texas au quatrième, KJ Britt, linebacker d'Auburn au cinquième, et puis au septième tour on a terminé avec Chris Wilcox, cornerback de BYU, et Grant Stewart, linebacker de Houston, qui était d'ailleurs, sauf erreur de ma part, Mr. Irrelevant, le dernier choix de cette draft 2021. Alex, à l'image de cette intersaison des Bucs, une draft solide et appliquée globalement. Clairement, très solide, très appliqué, beaucoup de choix intelligents. C'est chapeau le GM. Ils prennent un pass rusher, on l'avait évoqué lors des pastilles, c'était certainement le seul poste qui méritait peut-être d'être renforcé parce que Pierre-Paul n'est plus tout jeune et c'est sa dernière année de contrat, et puis ça permettait d'avoir un peu plus de rotation. Donc Joe Tryon, ça, en plus c'est tout à fait le schéma. Une doublure / successeur peut-être dans 7 ou 8 ans de Tom Brady avec Kyle Trask, qui a du talent et qui va certainement beaucoup apprendre derrière Brady. Et alors après, moi Darden, on en a parlé quasiment à chaque émission, c'était un gros coup de cœur, donc je suis pas du tout surpris qu'il fasse un trade-up pour aller le chercher. Bon, y en a qui disent qu'il n'y avait pas besoin de receveur. Moi, je pense quand même que si. Surtout ce profil-là, il va pouvoir apporter sur retour de coup de pied, il va pouvoir être le gadget player. Godwin, a priori, pour l'instant, n'est que sous franchise tag, donc susceptible de partir à la fin de la saison. Et je pense que Darden pourrait tout à fait prendre sa place. J'aime vraiment bien. Et après, Hainsey, c'est pareil. Ça peut être quelqu'un qui va se développer pendant un certain temps avant de, pourquoi pas, prendre le poste de tackle droit. Et Wirth passerait à gauche à la place de Smith. Britt pour apporter une doublure sur le second rideau. Il y a vraiment beaucoup de logique, beaucoup de bons choix. Jean-Michel, j'exagère si je considère Jalen Darden comme un des styles ultimes de cette draft. Oh non, je crois pas. Tu sais, sur Twitter, on fait tous des mock drafts, tous les fans de FR font des mock drafts, et je voyais Jalen Darden de partout. Les fans de Miami le voulaient, les fans des Jets le voulaient, les fans de toutes les franchises le voulaient. C'est vraiment un super joueur, donc oui, ça peut être un vrai beau style. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur hyper explosif, avec des appuis déroutants, il a de bonnes mains, en plus avec Tom Brady, voilà, en plus tu le mets avec Tom Brady, le gars, donc non, c'est clair qu'on va en entendre parler de Jalen Darden, ah oui, c'est clair. Après, moi j'aime beaucoup aussi Robert Hainsey par exemple, parce que c'est un joueur qui fait rien de façon formidable, mais qui sait tout faire.
Il jouait tackle droit avec Notre-Dame, ok, mais vu son profil compétences, il pourrait faire un très bon guard déjà. Au Senior Bowl, on l'a vu tester comme centre et il a été très bon. Donc c'est hyper précieux. Ils ont déjà leur titulaire sur la ligne offensive et là ils ont un gars qui peut dépanner un peu de partout. Donc suivant les blessures, suivant les méformes, tu as déjà Robert Hensey qui peut venir combler un petit manque. C'est juste parfait. En fait, Tampa Bay, avec l'intersaison, la free agency qu'ils ont fait, ils avaient déjà tous leurs titulaires. Et là, ils ont fait une draft pour renforcer leur banc. Je veux dire, maintenant, ils ont aussi de la profondeur. Donc, du coup, c'est parfait, chapeau. Alex, ta note du coup pour les Bucks? Je suis resté sur des compliments, mais des sacrés beaux compliments. Très bien. Jean-Michel, pardon. Moi, c'est vrai que j'étais parti sur félicitations. Après, je comprends qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de titulaires, même a priori peut-être aucun même dans cette liste. Donc, compliments, ça ne me choquerait pas. Mais de beaux compliments. Donc, compliments pour vous deux. Victor était parti sur compliments aussi. Donc, on va se ranger du côté des compliments pour l'équipe floridienne. On termine dans cette division avec les Carolina Panthers. Qui ont sélectionné avec leur premier tour J.C. Horn, cornerback de South Carolina. Au deuxième tour, Tyrese Marshall Jr., receveur de LSU. Au troisième tour, Brady Christensen, tackle de BYU. Et Tommy Tremble, tight end de Notre-Dame. On avait ensuite au quatrième tour Chuba Hubbard, running back d'Oklahoma State. Au cinquième tour, Davion Nixon, defensive tackle d'Iowa. Et Keith Taylor, cornerback de Washington. Au sixième tour, Deontay Brown, guard d'Alabama. Chase Smith, receveur de South Carolina, et Thomas Fletcher, long snapper d'Alabama, pour terminer au 7e tour avec Phil Hoskins, defensive tackle de Kentucky. Jean-Michel, on a été globalement surpris par ce premier pick de J.C. Horn, mais derrière, c'est un quasi sans faute de la part des Panthers. Voilà, exactement, c'est ça. Alors on était surpris, pourquoi ? Parce qu'on attendait forcément un tackle offensif. Et Rashawn Slater était disponible, on pensait que vraiment ça serait le choix logique, ils l'ont pas fait. Par contre, ils ont pris un excellent cornerback. Alors ok, il va falloir qu'il tempère un petit peu son agressivité, mais c'est un excellent cornerback. En plus, ils en avaient besoin. En plus, c'est une position hyper importante à NFL, donc c'est une très belle sélection. Et puis après, tout le reste de leur draft, mais c'est une masterclass en fait qu'ils ont fait. C'est incroyable de prendre Terrace Marshall aussi tard, en plus... Après un trade, donc ils ont récupéré des pics, et puis je ne vais pas énumérer tous les joueurs, je vais en laisser quelques-uns pour Alex, mais il y a des joueurs extraordinaires. Davion Nixon, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit disponible si tard, c'est une vraie belle affaire. Et Chuba Hubbard, et puis allez, un petit dernier, puis je laisse le reste à Alex, mais Shai Smith par exemple, c'est un receveur, on en avait parlé avec toi Grégory, c'est un super receveur, donc Sam Darnold doit avoir un grand sourire là. Ah, c'est sûr qu'il n'est pas entouré comme... en tout cas, il n'est pas susceptible d'être entouré à Carolina comme il l'a été du côté des Jets. Alex, ton avis là-dessus, du talent et de la profondeur sur cette classe globalement ? Alors pour moi, je vais le dire d'entrée, c'est la meilleure draft de l'année. Je suis admiratif de tous les choix. Alors ça s'est certainement bien goupillé, et tant mieux pour eux. Et J.C. Horn, comme Jean-Michel, j'étais peut-être un peu surpris au départ parce qu'ils devaient considérer la ligne offensive. Mais finalement, ils le font plus que très bien par la suite avec Christensen et même Brown, le joueur d'Alabama, qui pour moi sont deux joueurs qui vont très très vite être titulaires. Mais Horn, c'est un très bon joueur avec certainement des défauts, mais dans les mains de Matt Rhule, je pense que ça peut vraiment très très bien marcher. Une cible de plus pour Darnold avec Marshall, avec Tremble, un running back numéro 2, voire numéro 1 bis avec Hubbard qui peut permettre à McCaffrey de s'exprimer à tous les autres postes. Et puis alors Davion Nixon, mais comment 31 équipes ont pu laisser tomber Davion Nixon jusqu'à cette place-là, c'est incompréhensible. À côté de Brown sur l'intérieur de la ligne des Panthers, ça va être fantastique. Vraiment, même Keith Taylor avait fait un bon Senior Bowl, il a montré qu'il avait des qualités, donc il peut très bien s'intégrer dans la rotation poste de corner. Si j'étais fan des Panthers, je serais un homme heureux. Ouais, et puis alors au-delà de la blague que je faisais notamment sur la draft de la saison passée, qui n'était pas une mauvaise draft en soi, hein, même s'il y avait exclusivement des choix défensifs, hein, on rappelle qu'ils vont quand même chercher ne serait-ce que Derrick Brown, Jeremy Shinn, j'en oublie sûrement d'autres, mais en tout cas il y avait quand même des bons choix. Yetur Gross-Matos qui n'a pas fait une mauvaise campagne rookie malgré tout. Donc c'est sûr que oui, là en l'occurrence, beaucoup de choix offensifs qui ont été faits également pour bonifier la free agency. Alors c'est sûr qu'après il faudra voir cette question du tackle gauche. Je ne sais pas si Christensen peut dès cette saison contribuer ou en tout cas être vraiment ce joueur dominant qu'à mon sens aurait pu être un Slater, un Sewell ou un Dariso.
Mais ça, après, voilà, c'est un excellent profil. Christensen, il l'a démontré à Brigham Young ces dernières années. Donc, faudra voir. Mais je ne sais pas si tackle gauche est sa meilleure position. Après, pour le reste, je vous rejoins. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la qualité et la manière dont cette draft est orchestrée par le front office des Panthers. Alex, du coup, si je te suis, c'est félicitations pour toi. Ah bah, bien sûr, là, c'est sans hésiter. Jean-Michel? Ah ben si même Alex met des félicitations, alors ben oui, félicitations. Et c'est félicitations moins ou plus du coup, Alex? Non, là c'est vraiment plus, c'est parfait. D'accord, on a félicitations pour Victor également, j'y vais avec des félicitations aussi. Juste avant d'enchaîner sur les autres divisions, je fais un petit récap rapidement. Donc on a dit au niveau de la NFC West tout à l'heure, sur laquelle je suis pas revenu, on avait donc passable pour les Niners et les Seahawks, encouragement pour les Rams et les Cardinals. Et donc pour cette NFC Sud, on a passable pour les Saints, on a encouragement pour les Falcons, compliment pour les Buccaneers et félicitations pour les Panthers. Donc pas de jaloux, ou en tout cas voilà, s'il y a des jaloux en l'occurrence, mais un éventail un petit peu plus varié en tout cas au niveau des forces en présence. On enchaîne à présent avec la NFC Nord. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et dans la NFC Nord, on commence avec les Detroit Lions qui avaient donc le 7e choix de cette draft 2021 et qui ont sélectionné Penei Sewell, tackle d'Oregon au premier tour, Levi Onwuzurike, defensive tackle de Washington au deuxième, Alim McNeill, defensive tackle d'NC State et Ifeatu Melifonwu, cornerback de Syracuse au troisième. Au quatrième tour, on avait ensuite Amon-Ra St. Brown, receveur de USC, et Derrick Barnes, linebacker de Purdue, pour terminer au 7e tour avec Jermar Jefferson, running back d'Oregon State. Alex, des profils talentueux, au-delà de la blague qu'on avait évoquée en off, à savoir le fait qu'il y avait beaucoup de gros du côté de cette équipe des Lions, est-ce que ça peut vite faire rebondir Détroit? Oui. Oui, là c'est vrai que c'est un peu les métiers de la viande quand même, là, la draft des Lions, mais oui, il y a beaucoup de bonnes choses. Bon, Sewell vient se mettre sur une ligne qui était déjà très très honorable l'année dernière. Donc clairement, Jared Goff va être dans une bonne disposition pour découvrir la NFC Nord. Onwuzurike, McNeill, oui, je pense que c'est intéressant. En fait, le nouveau GM des Lions, il a bien fait son boulot. Il s'est rendu compte que la ligne défensive, c'était une faiblesse depuis très longtemps aux Lions. Donc il n'a pas hésité à envoyer, à miser cher sur ces deux joueurs-là assez vite. St. Brown, c'est un joueur que j'aime bien, qui va donc du coup affronter son frère qui est aux Packers. Ça va être une cible qui devrait être intéressante pour Goff, et dans la mesure où cette escouade de receveurs est totalement dépeuplée, il va certainement avoir pas mal de temps de jeu. C'est vraiment une bonne draft. Il leur manque, pour ma part, je pense, un safety pour vraiment faire une classe parfaite. Mais sinon, c'est quand même très très sérieux et appliqué. Un bon début pour ce nouveau GM. Jean-Michel, Alex en parlait, Amon-Ra St. Brown, dans le squad de receveurs actuel, ça peut quand même rapidement starter. Ah oui, je pense, oui. D'ailleurs, au premier tour, on était tous restés bloqués sur un receveur. On s'attendait à Devonta Smith. Et puis, on se souvient, et puis vous pouvez retrouver ça sur Twitter très facilement, l'image de la War Room des Lions, avant même l'annonce du choix. On les voyait, mais ils étaient euphoriques, ils se sautaient dessus avec des hugs d'un autre monde, ils se tapaient dans les mains. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris Penei Sewell, donc c'est extraordinaire. Et sinon, oui, donc Amon-Ra St. Brown, forcément, il y avait un besoin de receveur, ils l'ont adressé après, c'est très bien. Ils avaient un besoin aussi en cornerback, ils ont réussi à l'adresser avec Melifonwu, qui est un bon joueur, qui est très grand, qui a une belle envergure. C'est vrai, comme dit Alex, peut-être qu'à la place du linebacker Derrick Barnes, qui est un bon joueur, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'un safety aurait fait du bien. Mais c'est une très très belle classe, et puis moi je vais retenir les métiers de la viande, ça m'a bien plu. Très bien. Votre notation du coup pour les Lions, Alex, je commence par toi. Là, c'est des sincères compliments, hein. Franchement, bravo. Jean-Mi? Je suis allé jusqu'à félicitations, moi. Alors, Victor a mis félicitations. J'avoue, j'ai du mal à monter aussi haut. J'aime bien les choix Sewell et St. Brown. Je vous rejoins sur le fait d'avoir considéré la D-line. Je sais pas, peut-être que c'est le manque de glams qui me freine un peu et qui m'incite à m'arrêter à compliment.
Après, ça te va, Alex, ou pas? Ah oui, non, félicitations quand même. C'est les Lions dont on parle. Oh. Ouais. Mais non, je te rejoins. En tout cas, bonne première draft de Brad Holmes, mais des compliments plus pour citer un grand homme. On enchaîne dès à présent avec les Green Bay Packers. T'as raison, t'as bien fait de balancer les compliments tout de suite. Les Green Bay Packers qu'on a sélectionné. Eric Stokes, cornerback de Georgia au premier tour. Josh Myers, centre d'Ohio State au deuxième. Amari Rogers, receveur de Clemson au troisième. On a ensuite Royce Newman, garde d'Ole Miss au quatrième. Tidarrell Slayton, defensive lineman de Florida. Et Shemar Jean-Charles, cornerback d'Appalachian State au cinquième. Ensuite au sixième tour, Colvin Lehnen, lineman offensif de Wisconsin. Et Isaiah McDuffie, linebacker de Boston College. Pour finir avec Kylin Hill, très bien, mais Tyreek Hill je crois. Kylin Hill, running back de Mississippi State, donc au 7e tour du côté du Wisconsin. Alex, ton avis global sur cette QB? On avait eu ton retour notamment sur Josh Myers. Qu'en as-tu pensé globalement? Bah forcément, je suis un petit peu déçu. Vous m'entendez? Oui, vas-y. On ne sait pas s'il y a du décalage ou si c'est... Non, c'est à la tête que tu fais qui nous a fait rire. Vas-y. Ouais, donc je suis un petit peu déçu. Maintenant, la sélection de Stokes au premier tour, ça reste quelque chose d'assez intéressant, surtout avec Jerry Gray comme coordinateur du backfield. Je pense qu'il peut vraiment en faire un bon corner numéro 2, parce qu'il y a déjà donc Jair Alexander. Après, le reste de la draft, il n'y a pas beaucoup... il y a rien qui me semble logique. Dans l'esprit binaire du manager général des Packers, il perd un centre d'Ohio State pendant la free agency. Du coup, il se dit je vais en reprendre un d'Ohio State parce que ça va faire l'affaire. C'est complètement stupide. J'ai pas de mots. Le trade-up pour Amari Rogers, c'est surpayé. On a besoin d'un tackle. Newman, c'est certainement davantage un garde. Et après, à partir du 5e tour, c'est plus que des special teamers. Donc, oui, j'entends, il a adressé les besoins, mais pas les bons joueurs. Ouais, ça a avant tout renforcé les tranchées, j'ai l'impression, du côté de Green Bay en l'occurrence. Jean-Mi, Amari Rogers, Shemar Jean-Charles, je crois qu'on a essayé de te séduire du côté de Brian Gutekunst. Question un peu provoque au passage. Est-ce que si on part avec Jordan Love au lieu d'Aaron Rodgers du côté de Green Bay, est-ce qu'on a un groupe autour capable de le sublimer selon toi? Ah non, alors là, si tu mets Jordan Love, ça va être compliqué. Je veux dire, avec Aaron Rodgers, je veux bien, il peut tout sublimer de toute façon. Mais sinon, c'est une draft quand même qui est très surprenante. Alors, je suis un petit peu plus haut que Alex parce qu'il y a quand même quelques bons joueurs. Effectivement, comme tu dis, Amari Rogers, c'est un super receveur. Et puis en plus, ça va être marrant, Rogers to Rogers. Et puis, oui, chez Shemar Jean-Charles, c'était un de mes petits gâtés. Mon gâté cette année avec Appalachian State. C'est un joueur qui manque un petit peu de qualité athlétique, mais quels instincts il a. Je veux dire, c'est un très très bon défenseur. Et il a fait je sais pas combien de passes défendues. Il est tout le temps sur le receveur adverse. Il y a de la profondeur. Colvin Lehnen, ça fait 3 ans qu'on le connaît. On pensait qu'il serait meilleur que ça en sortant de Wisconsin, mais c'est quand même un tackle correct. Isaiah McDuffie, c'est une machine à plaquer. Tidarrell Slayton, c'est quand même un big costaud. Ils en avaient besoin devant. Mais c'est sûr que globalement, ça reste quand même relativement moyen. Ouais. Et puis, il parlait de Josh Myers, c'est notre ami Alex. Et juste après, il y a Creedon Frey qui a été pris. Alors, on le connaît, Josh Myers, c'est un bon centre. On l'a vu avec Ohio State, mais bon. Alex, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, en fait, pendant cette draft, on a eu l'impression que l'équipe qui sélectionnait après les Packers prenait le joueur que les Packers auraient dû prendre. Et c'était comme une moquerie ou un coup de pied, là où je pense, à chaque fois. Effectivement, l'exemple le plus parlant, c'est la sélection de Creed Humphrey. Et d'ailleurs, on voit la War Room des Chiefs. Ça m'a rappelé la War Room des Vikings l'année dernière avec la sélection de Jefferson. Ils n'en reviennent pas qu'on puisse passer sur Humphrey et personne n'en revient. Josh Myers, j'espère qu'il me donnera tort, mais c'est pas logique. Et même à la fin, en fin de draft, c'était que des mauvaises surprises systématiques. Bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, j'avoue que j'ai été quand même assez étonné des choix globaux des Packers. Pour en revenir à ce que disait Jean-Mi, notamment sur la D-line, parce que je parle de renforcer les tranchées,
Sur la O-line, bon, c'était peut-être pas une mauvaise chose d'apporter un peu de profondeur, même si je sais que tu étais un peu sceptique là-dessus, Alex. On est d'accord, il y avait quand même d'autres besoins à prioriser. Sur la D-line, ils vont quand même chercher un nose tackle. Alors c'est bien de faire souffler Kenny Clark, mais il y avait peut-être plus besoin à côté de Kenny Clark que derrière lui, quoi. C'est là aussi où ça m'interroge. On en a parlé il y a quelques minutes avec les Panthers. Comment tu ne prends pas Davion Nixon au 4e tour alors qu'il est en train de tomber, il est disponible, et tu prends un tackle à développer alors que tu as besoin de renfort sur la ligne défensive. C'est incompréhensible. Après, Slayton, pourquoi pas, je l'aimais bien, vous en aviez parlé dans une émission. C'est un gros bonhomme qui va être au cœur de la ligne. Mais c'est pas suffisant. Oui, du coup, tu restes surpassable ou tu fais carrément redoubler ta franchise de cœur? Non, je reste surpassable parce que Eric Stokes, je veux bien croire à l'idée, et puis il aura au moins le mérite de nous débarrasser de Kevin King. Donc voilà, et je suis confiant. C'est vrai que je le voyais plus dans les 35-40 au niveau de la sélection, mais vraiment avec Jerry Gray, je pense que ça peut le faire assez vite. En plus, il pourra certainement aussi, dans un premier temps, peut-être jouer dans le slot avec sa vitesse. Donc voilà, on va rester surpassable uniquement pour Stokes. Jean-Mi? Ouais, moi je reste surpassable aussi, mais ce serait plus pour Mario Rodgers par exemple, mais ouais, passable. C'est ça. Chacun pioche ce qu'il a envie de piocher en fait. Bon, Victor est surpassable aussi. Ce sera également mon cas, donc passable pour les Green Bay Packers. On enchaîne donc à présent avec les Chicago Bears qui nous ont envoyé du glamour en pleine tronche, je crois qu'on peut le dire. Au premier tour, Justin Fields, quarterback d'Ohio State. Au deuxième tour, Tevin Jenkins, tackle d'Oklahoma State. Au troisième tour, Larry Borom, au cinquième tour, Larry Borom, lineman offensif de Missouri. On a ensuite au sixième tour, Khalil Herbert, running back de Virginia Tech. Daz Newsome, receveur de North Carolina. Et Thomas Graham, cornerback d'Oregon. Pour finir au septième tour avec Khyiris Tonga, defensive tackle de BYU, Jean-Michel. On a considéré donc massivement cette attaque. Il était temps peut-être pour sauver la tête du duo Ryan Pace-Mike Nagy. Ben voilà, exactement. Et du coup, ils ont fait ce qu'il fallait. Et ils l'ont très 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 bien fait, ne serait-ce que la sélection de Justin Fields, mais voilà, c'est banco. Alors on verra bien, si ça se trouve dans 2 ou 3 ans, on nous dira, vous voyez, Justin Fields, il est pas terrible, mais moi je pense pas, et personne ne le pense, c'est un très très bon quarterback, c'était leur besoin numéro 1 et depuis des années, et il adresse, rien que ça déjà c'est très beau. Mais alors quand tu prends la suite, Tevin Jenkins, je veux bien qu'il y ait eu des petits soucis a priori, de blessure, je sais pas, mais c'est un super tackle, Tevin Jenkins, il va être titulaire d'entrée, puis sans doute à gauche, puisqu'ils ont relâché Charles Leno. Et puis même la suite, elle est excellente. Daz Newsome, on le connaît, c'est une menace profonde, il fallait ça pour complémenter Allen Robinson. Alors ils avaient déjà un bon running back avec Montgomery, mais ils ajoutent Khalil Herbert. C'est un très bon joueur, on l'a vu pendant 4 ans, après son transfert, Virginia Tech, il a été excellent. En plus, petit détail marrant, c'est que Herbert, il a 11 doigts de pied, 11 orteils. C'est peut-être pour ça qu'il a des super appuis, tu vois. Et voilà, même à toute fin de draft, Thomas Graham, c'est quand même un cornerback qu'on connaît. Khyiris Tonga, c'est un gros nose tackle qui va prendre de la place au milieu. C'est une superbe draft, hein. Ouais, beaucoup d'investissements sur l'attaque. Les 5 premiers choix, en l'occurrence, sur les 7 choix réalisés. Alex, avant que tu nous donnes ton avis, qu'est-ce qui t'emballe le plus au final, Justin Fields ou Tevin Jenkins, par exemple, tackle gauche? Ce qui m'emballe le plus, c'est le fait que pour sélectionner Justin Fields, ils n'aient pas vendu la maison. Ça reste raisonnable, ils ont lâché un premier tour 2022 et quelques petites broutilles. Pour passer de 20 à 11, sachant que tout le monde les voyait venir gros comme une maison, donc ils auraient pu se faire braquer davantage par les Giants. Donc est-ce que c'est un gros coup du GM des Bears ou un mauvais coup du GM des Giants? Ça, c'est difficile à dire. Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant dans la manœuvre. Après, clairement, Jenkins, à ce spot-là, c'est aussi une belle affaire. Et d'ailleurs, ils ont tellement confiance en lui qu'ils ont lâché Charles Leno dans la foulée. Donc c'est assez explicite. Et voilà, comme a dit Jean-Michel, le reste de la draft, Daz Newsome, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Ça va leur faire du bien. C'est vraiment une draft qui est intéressante et intelligente. Alors, comme c'est de la sélection d'un quarterback, ça va se juger avec le temps, au moins 2 ans. Mais clairement, je pense que le duo là, était sur un siège éjectable et au moins le GM, là, il s'est acheté un petit peu de patience.
Ouais, j'aime bien la sélection de Larry Borom. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais peut-être dans une position de garde dans un premier temps, voire en tant que tackle droit dans les années à venir. Ça peut être un joueur assez intéressant qui paye sans doute son manque d'athléticité, si je peux parler ainsi, ou en tout cas une fluidité de déplacement qui n'est pas dingue. Mais on a vu que sur le jeu au sol, il était capable de contribuer. Il a joué un grand rôle, notamment dans la bonne saison de Larry Rountree à Missouri. Donc ça aussi, ça peut être un choix à surveiller dans l'optique de cette meilleure O-line et de cette attaque en règle générale. Jean-Michel, ta note pour les Chicago Bears ? Félicitations. Félicitations pour toi, dis donc. Alex ? Oui, moi aussi, je suis parti sur félicitations. D'accord. Je crois qu'on a félicitations également pour Victor. J'étais parti sur compliment, mais je me range à vous. Félicitations pour les Chicago Bears pour ces coups de maître offensifs réalisés par le duo Pace-Nagy. On termine dans cette division avec les Minnesota Vikings. J'aurais dû aller prendre de l'eau parce que du coup il va y avoir beaucoup de choses à dire. On commence au premier tour avec Christian Darrisaw, tackle de Virginia Tech. Au troisième tour, on a Kellen Mond, quarterback de Texas A&M, Chase Surratt, linebacker de North Carolina, Wyatt Davis, guard d'Ohio State, et Patrick Jones, defensive end de Pittsburgh. Au quatrième tour, les Vikings ont aussi récupéré Kenny Nwangwu, running back d'Iowa State, Cameron Bynum, cornerback de California, et Janarius Robinson, defensive end de Florida State. Au cinquième tour, ils récupèrent Ihmir Smith-Marsette, receveur d'Iowa, et Zach Davidson, tight end de Central Missouri, pour terminer au sixième tour avec Jalen Twyman, defensive tackle de Pittsburgh. Jean-Michel, le style Darrisaw, on en avait un petit peu parlé au premier tour. Derrière, on s'est trouvé pas mal d'occupations pendant le week-end pour le front office, avec pas mal de bonnes pioches également. Oui, exactement. Oui. Et puis ils prennent Darrisaw, un joueur qui est envoyé souvent au choix numéro 14, et finalement ils le récupèrent plus tard que ça, et en récupérant des choix de draft. Donc c'est vraiment très très bien joué, quoi. Que ce soit le joueur et la tactique, c'est vraiment un gros coup de Rex Spielman. Et puis après, oui, effectivement, ils ont ajouté énormément de bons joueurs. Wyatt Davis au troisième tour, c'est exceptionnel. Ils ont ajouté du Patrick Jones qu'on a vu pendant 2 ans avec Pittsburgh, l'université de Pittsburgh. Un joueur dont on ne parle pas, mais je veux dire, même le Kenny Nwangwu, c'est un running back qui est hyper athlétique, qui est très puissant, qui était un petit peu dans l'ombre de Brissol à Iowa State, mais c'est quand même un très bon joueur. Cameron Bynum, je me souviens qu'Alex en avait parlé dans une pastille. Il n'y a que des bons joueurs. Jalen Twyman, je vais te laisser en parler ensuite, Greg. Juste un petit mot sur Zach Davidson, parce que c'est quand même une belle histoire, ce joueur qui a un tight end, mais qui jouait punter au début de sa carrière universitaire. Donc voilà, c'est sympa. Le gars, il a fait une saison de tight end et une bonne saison, donc il va sans doute jouer à ce poste-là, puis en équipe spéciale, je pense. Mais sait-on jamais, si ton punter se blesse, eh ben voilà, tu mets le tight end et il fait les punts, quoi. Moi, ça m'a fait rire. Mais c'est une très belle draft. Alex, ton avis sur cette QV des Vikings? J'avoue qu'on peut être un petit peu surpris par Kenny Nwangwu par rapport à ce que, même si Jean-Mi relativisait un peu de par le côté athlétique du bonhomme, comment tu la juges cette classe globale? Oui, je la juge vraiment très bien. Pour revenir juste sur Nwangwu, effectivement, j'étais un peu surpris dans la mesure où il restait notamment un Kenneth Gainwell qui était encore disponible. C'est vrai que moi, je serais plutôt parti là-dessus. Donc, c'est peut-être le seul bémol que je mettrais sur une classe qui est vraiment hyper solide. Darrisaw plus 2 troisième tour, c'est magistral. Davis, fin de troisième tour, c'est parfait parce que je pense que ça peut pas leur faire de mal du renfort à l'intérieur de la ligne. Surratt, c'est très bon et très complémentaire, je pense, à ce qu'ils ont déjà avec Eric Kendricks et Troy Dye sélectionné l'année dernière. Et puis alors, bon, effectivement, Jean-Mi l'a dit, Cameron Bynum, j'aime beaucoup, et quand ils l'ont annoncé sa sélection, ils l'ont qualifié de safety. Ce qui pour moi sera sa meilleure position de par ses qualités de plaqueur. Donc dans la mesure où Anthony Harris est parti, il a peut-être un coup à jouer assez rapidement même, c'est pas impossible. Donc j'aime vraiment bien, et puis bon, voilà, Twyman aussi, pour moi Twyman et Davis c'est 2 des meilleurs styles de cette classe, donc vraiment encore, parce que l'année dernière c'était déjà le cas, encore une très belle cuvée de Minnesota. Jean-Michel? Du coup Greg, on va te laisser la patate chaude, tu vas nous parler de Kellen Mond. Alors ça c'est pas beau de piquer les questions des collègues, hein, mais moi pour le coup j'ai donné mon avis en live parce que c'est vrai que
Kellen Mond, je le dis, c'est pas un mauvais quarterback. Il y a beaucoup de fondamentaux qui sont là. En termes de quarterback, entre guillemets, poli, le côté vraiment fondamentaux, même précision, ça a jamais vraiment fait tâche. Quand il y a eu une belle escouade de receveurs du côté des AM, ça a pas mal tourné. Cette fameuse saison, notamment, où ils mettent 74 points à LSU sur la dernière semaine de saison régulière. Après, oui, c'est peut-être plus d'un point de vue mental que moi, ça m'inquiète un petit peu Kellen Mond, parce qu'on a vraiment l'impression que la fameuse expression plancher-plafond, là, pour le coup, j'ai quand même l'impression qu'on est plus proche du plancher. Et pour un joueur qui a encore beaucoup à prouver en NFL et qui arrive avec un statut de 3e tour pour éventuellement bouleverser la hiérarchie dans les années à venir, une fois que le contrat de Kirk Cousins sera peut-être un peu moins gênant à digérer, je sais pas si c'est plus, ça peut être plus qu'un quarterback backup en NFL. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Alex, t'étais pas avec nous. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette sélection de Mond du côté de Minneapolis? Je la trouve plutôt intelligente dans la mesure où c'est une sélection qu'ils ont eue grâce au trade down qu'ils ont fait pour Dariso. Donc c'est presque un coup gratuit si on prend la logique qu'ils auraient pu prendre Dariso tout court au 14e choix. Pour moi, c'est bien. Kirk Cousins n'avait pas vraiment de doublure parce que Stanley, le quarterback qu'ils ont drafté l'année dernière, je suis pas sûr que ça soit un vrai numéro 2. Kellen Mond, à mon avis, ça peut l'être davantage. Non, je trouve que c'est cohérent. Un 3e tour, on peut se dire que c'est peut-être un peu haut, mais non, c'est cohérent. Très bien. Alors, je vais donner mon avis rapidement sur Minnesota, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup dans cette classe, c'est qu'il y a quand même un côté leadership. Je trouve qu'il ressort beaucoup. Il y a des profils notamment. On parlait de Patrick Jones, mais c'est vrai qu'en plus, le fait de retrouver Jalen Twyman, donc 2 joueurs qui ont su se montrer complémentaires sur les rangs universitaires, et j'en parlais, Patrick Jones, ça a quand même été un leader défensif. C'est moins marqué chez Twyman aussi, qui restait relativement jeune, on va dire, sur ce premier rideau malgré tout. Hein. Il a fait vraiment qu'une saison et demie vraiment avant de se mettre en retrait à l'issue de sa saison sophomore. Mais voilà, Patrick Jones, ça a été un leader du côté de Pittsburgh. Janarius Robinson, je suis très curieux de savoir comment Mike Zimmer va l'utiliser là aussi en termes de leader défensif du côté de Florida State. Je parlais de Joshua Kendo par exemple à Kansas City. Pour le coup, Robinson, c'est moins flashy, c'est moins athlétique, mais on sent qu'il est beaucoup plus appliqué dans ce qu'il peut faire. Et c'est là aussi où ça me rassure. Et puis après, j'ai pas forcément présenté un Wyatt Davis. Un Emir Smith-Marset également sur l'équipe spéciale. Je pense que ça peut être un joueur, en tout cas dans un premier temps, assez précieux. Donc c'est vraiment le leadership et le côté appliqué qui, moi, m'a satisfait du côté de Minnesota. Ça t'amène à mettre quelle note, Alex, pour les Vikings? Je suis parti sur des belles félicitations. Très bien. Jean-Mi? J'hésitais avec des gros compliments et félicitations. Mais félicitations. Félicitations pour moi aussi et également pour Victor. Donc ce sera des félicitations pour Minnesota. Donc si je récapitule, on a passable pour les Packers, on a compliment pour Détroit. Compliment ou encouragement? Je crois qu'on était resté à compliment. Avec félicitations pour les Bears et pour les Vikings. Belle cuvée en l'occurrence de la part de la NFC Nord, ou en tout cas en majeure partie. Tout à fait. On termine dans la conférence nationale avec la NFC Est. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Obligé, j'ai envie de dire, terminer avec la NFC Est, la division qui nous aura fait rêver tout au long de cette QM 2020. Et a priori, il y a de quoi rêver pour 2021. Du côté de Dallas, on a drafté Micah Parsons, linebacker de Penn State au premier tour. Kelvin Joseph, cornerback de Kentucky au deuxième. Au troisième tour, on avait Osa Odigizua, defensive lineman de UCLA, et Chauncey Goldston, defensive end d'Iowa. Il y en a un autre également, Nashon Wright, cornerback d'Oregon State. Au quatrième tour, on avait Jabril Cox, linebacker d'LSU, et Josh Ball, tackle de Marshall. Au cinquième tour, Semi Fehoko, receveur de Stanford. Au sixième tour, Quinton Bohanna, defensive lineman de Kentucky, et Israel Mukuamu, defensive back de South Carolina. Et puis pour terminer au septième, Matt Farniok, garde de Nebraska. Jean-Michel, pour cette équipe des Cowboys, on a un peu taquiné sur le côté cassos des principaux choix de la classe. Il y a quand même beaucoup de besoins défensifs qui ont été consolidés. Ben voilà, c'est pour ça que moi je trouve que c'est une belle draft. Parce que Dallas, avant d'attaquer cette draft, c'était quoi leurs besoins? C'était sûrement pas en attaque, c'était vraiment en défense où il y en avait beaucoup, et ils les ont adressés.
Alors après, oui, on espère que tous ces joueurs vont rester sur le terrain, qu'ils ne se retrouveront pas en prison au bout de 2 ou 3 semaines, quoi. C'est ça le problème. Mais sinon, ils ont adressé tous les rideaux de la défense et avec de sacrés bons joueurs. Micah Parsons en tête d'affiche, évidemment. Quel linebacker, je veux dire. L'année dernière, on salivait tous sur Isaiah Simmons, mais Micah Parsons, c'est même le niveau au-dessus. C'est quelqu'un qui peut tout faire. Il était edge au lycée, alors il peut pas être edge en NFL, il était déjà plus en universitaire, mais sur séquence, il peut attaquer la poche, il peut défendre les coureurs, il peut aller d'un côté à l'autre. Alors en couverture, c'est pas le meilleur, mais c'est en plus un démon. C'est vraiment, ça va être un leader défensif sur le terrain. C'est vraiment une très très belle affaire. Même Kelvin Joseph, voilà, autre cassos, mais attention, la saison qu'il a fait avec Kentucky, c'est un très très bon cornerback. Et puis ensuite, je vais pas tous les lister, tu l'as fait, mais c'est incroyable. Ils ont adressé vraiment tous les rideaux de la défense. Jabril Cox au 4e, mais quelle opération. Et puis même en toute fin de draft, Israël Moukouamou, qu'on avait plus vu en 2019 qu'en 2020, c'est certain, mais c'est quand même un defensive back qui a beaucoup de taille, qui a beaucoup de qualité athlétique. Même moi, j'aime beaucoup Quinton Bohanna, c'est un obstacle, ok, il fera pas du pass rush, mais attention, lui aussi, c'est des métiers de la viande, quoi. Au milieu de cette ligne, ça va faire beaucoup de bien. Une très belle draft, moi j'aime beaucoup. Alex, si on s'intéresse notamment à linebacker, on sait que du coup la situation autour de Leighton Van Der Esch devient un petit peu incertaine. On avait justement du côté de Dallas des linebackers qui étaient assez fragiles ou sur courant alternatif. Ça peut changer selon toi, notamment avec Parsons et Cox? Bah écoute, en tout cas, ils y ont mis les moyens, hein, parce que ça m'a quand même surpris deux choix de joueurs titulaires en puissance sur ce second rideau. Parsons et Cox, c'est des excellents joueurs. Jean-Mi l'a dit, j'ai plus besoin de présenter Parsons clairement. Par contre, je vois pas. Enfin, c'est vrai que moi, ça m'a surpris. Je vois pas tellement l'intérêt avec ta Jalen Smith et ta Van Der Esch. Alors bon, il y a une forme de logique avec l'option qui n'est pas levée sur Van Der Esch. Il y a Lee qui a pris sa retraite, ok. Mais bon, je pense qu'il y avait certainement d'autres priorités. La ligne défensive, le cœur de la ligne, je pense que c'était quelque chose que j'aurais peut-être privilégié plus tôt. Pareil pour la ligne offensive. Je suis beaucoup moins emballé que Jean-Michel. Maintenant, clairement, Parsons, ça va peut-être, de par ce côté apport sur le pass rush, libérer un petit peu Lawrence et ses coéquipiers du pass rush, mais je sais pas, pour moi, il y a des choses qui ont été oubliées et ça me gêne un peu. Du coup, ça t'incite à leur mettre quelle note à ces Cowboys? Ah bah moi, j'étais parti sur un passable. Passable pour toi, Jean-Mi? J'étais parti sur des compliments, perso. Très bien. Bah, Victor a mis encouragement et j'avoue que j'étais quand même assez satisfait malgré tout de cette draft de Dallas avec forcément les interrogations par rapport au côté caractère que ça comporte. C'est peut-être ça, moi j'oscillais plutôt entre encouragement et compliment, j'irais quand même vers encouragement de par ce côté un petit peu prise de risque et voilà, cette épée de Damoclès sur le fait que dans un an tu peux en avoir déjà 2 ou 3 qui sont passés par la case tribunal, mais concrètement oui, il y a quand même de quoi faire et renforcer notamment une attaque qui était complètement aux fraises. Une défense, ouais. Oui, une défense bien sûr, merci. On passe à la Washington Football Team, donc encouragement pour Dallas. En l'occurrence, la Football Team, que je retrouve les choix tout de suite. On avait donc au premier tour du côté de Washington, Jamin Davis, linebacker de Kentucky, Samuel Cosmi, tackle de Texas au 2e, Benjamin Saint-Just, cornerback de Minnesota au 3e. Au 3e tour également, Diami Brown, receveur de North Carolina. Au 4e tour, John Bates, tight end de Boise State. 5e tour, Darrick Forrest, safety de Cincinnati. On avait ensuite au 6e tour, je vais y arriver, Cameron Cheeseman. Ça aurait été dommage de le louper celui-là. Il aurait dû finir à Green Bay. Hein. Oui. Ah, il y a eu des déçus. Il y a eu des déçus. Donc Cameron Cheeseman au 6e tour, long snapper de Michigan. Et puis pour terminer donc au 7e tour, William Bradley King, edge rusher de Baylor, Shaka Toney, edge rusher de Penn State et Dax Milne, receveur de BYU. Alex, de notre côté, on avait pas mal aimé leur début de draft. Qu'est-ce que toi tu en as pensé au final de cette QV de la Football Team? J'ai adoré moi cette draft que je trouve extrêmement cohérente et intelligente. Bien sûr, le choix de Davis a peut-être pu surprendre, peut-être qu'on peut penser que c'est un petit peu haut, mais c'est vrai que dans cette défense ultra dominante, le poste de linebacker, c'était un petit peu leur point faible. Là, je pense qu'ils trouvent un titulaire qui
qui va pouvoir contribuer, les aider grandement sur la position. Cosmi au deuxième tour, c'est un style, hein, clairement, on en avait souvent parlé au premier tour. Et ils ont fait un pari en ne sélectionnant pas le tackle au premier tour, en se disant avec la profondeur on l'aura au second tour, ça a marché, bravo. C'est vraiment bien. Saint-Just en cornerback, je suis content pour lui, pris au troisième tour. Tu as eu la chance de l'interviewer, c'est un Québécois super sympa qui, je pense, va performer en NFL. Il va se faire sa place à Washington, je pense qu'il y a clairement une place pour lui pour être titulaire. Une cible de plus avec Brown, donc je trouve que le trio Dyami Brown, Terry McLaurin et Curtis Samuel signé à la Free Agency, c'est très cohérent et très complémentaire, très malin. Forrest en safety aussi, je pense que lui, il peut trouver une place à minima dans la rotation. Et j'aimais bien Shakatone, je trouve que c'est une bonne pioche en toute fin de draft pour se faire une petite place sur la rotation et de temps en temps laisser souffler Montez Sweat et Chase Young. C'est vraiment une très très belle draft. C'est ça, les places vont commencer à être chères sur le premier rideau défensif. Jean-Michel, des potentiels starters pour commencer, de la profondeur sur les derniers tours, mais pas de QB. On fait donc pleinement confiance à Ryan Fitzpatrick au sortir de cette draft. Oui, voilà, moi c'est ce qui m'a un petit peu surpris avec leur draft. Voilà, je pensais qu'ils iraient sur un quarterback tout de même, tu vois, développer, parce que je veux bien qu'Heineke, il a montré 2-3 choses l'année dernière, mais bon, après il y a Fitzpatrick cette année, donc il n'y a pas le feu, il y aura quand même quelques quarterbacks l'année prochaine, donc ils iront sans doute l'année prochaine. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce draft. Jamin Davis, oui, c'était un late riser, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui, sur la fin du process, a vraiment vu sa cote monter. Il me rappelle un petit peu ce qu'ils ont essayé, les Washington, avec Ruben Foster, c'est-à-dire un linebacker intérieur hyper athlétique, très rapide, et c'était un petit peu le chaînement manquant, comme l'a dit Alexandre. Ils avaient déjà un front seven superbe, sauf à ce poste-là, donc c'est vraiment parfait. Même John Bates, le Titan, c'est pas mal, hein, on l'a vu au Senior Bowl, c'est un très bon joueur. Et puis comme il a dit, moi j'aime beaucoup aussi la fin de draft avec Shaka Toney et William Bradley King, parce que a priori je pense que Ryan Kerrigan ne sera pas de retour. Alors ok, ils ont leur titulaire Chase Young et Montez Sweat et 2 super titulaires, mais il fallait de la rotation, ils l'ont fait aussi, donc c'est une très 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 belle draft. La rotation avec de l'expérience en plus, donc voilà, c'est pas déconnant, ça peut remplacer en défense, comme ça peut être performant notamment sur l'équipe spéciale et apporter un peu d'intensité dans ce registre-là. Du coup, Jean-Michel, t'es parti sur quelle notation pour Washington ? Ah, carrément, félicitations pour moi. Alex ? J'avais mis des compliments plus, je veux bien me laisser convaincre pour les félicitations, ouais. Alors Victor était entre compliments et félicitations, a priori il est plus parti sur compliments, je vais quand même y aller sur félicitations malgré tout. Je suis moins emballé que par Carolina, mais en tout cas le début et en tout cas la même logique de dire que ça peut permettre à l'équipe de se renforcer de manière notable en 2021. Là, en tout cas, ça me semble assez important, malgré cette problématique qui reste existante au poste de quarterback. Voilà, il y a une attaque qui peut se remettre au niveau de la défense, et voilà, c'est aussi pour ça que j'irai plus vers félicitations pour Washington. On enchaîne avec les Giants à présent. New York qui a sélectionné Kadarius Toney, receveur de Florida au premier tour, Aziz Ojulari, edge rusher de Georgia, au deuxième. On a ensuite Aaron Robinson, defensive back de UCF au troisième. Elerson Smith, edge rusher de Northern Iowa au quatrième. Pour terminer avec Gary Brightwell, receveur d'Arizona. Et Rodarius Williams, cornerback d'Oklahoma State au sixième. Alex, des skill players offensifs et la défense, est-ce que ça t'a séduit ? Alors je m'excuse par avance auprès de Plax, qui fait partie de notre rédaction, parce que je vais désosser les Giants. J'ai trouvé leur draft complètement naze. Je comprends absolument pas pourquoi prendre un receveur avec le premier tour alors que tu viens de signer Kevin Golladay en lui donnant un très gros contrat. Alors c'est clair, ils avaient besoin de cibles, mais tu es dans une classe hyper profonde, tu peux très bien le considérer au deuxième tour, sachant que tu as donc ton receveur numéro 1. Tu renforces pas la defensive line alors que tu perds Tomlinson pendant l'intersaison. Tu fais une collection de cornerbacks alors que tu as déjà 2 très très bons titulaires et que tu as drafté aussi Julian Love il n'y a pas si longtemps qui peut être polyvalent sur ce dernier rideau. Alors c'est des bons joueurs, clairement. C'est un très bon joueur, Tony, et ça va peut-être marcher. Ojulari sur le pass rush, c'est bien. Mais il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence, et vraiment cette compilation de cornerback, mais voilà, encore une équipe qui va jouer avec 6, peut-être 7 defensive backs, parce que sinon il n'y a aucun sens d'en prendre autant. Très bien. Jean-Michel, est-ce que tu es plus convaincu ? Ça sera pas dur, je pense. Le bon flic est là.
Allez, voilà. Non, mais sérieux, ouais. Ah, moi j'ai bien aimé quand même. Ojulari au second tour, c'est une superbe affaire. C'était vraiment leur besoin principal. Parce que devant, ok, ils ont perdu Tomlinson, mais ils récupèrent finalement Shelton. Et puis de toute façon, c'est Leonard Williams et Dexter Lawrence qui font le truc. Donc la première ligne, le premier rideau, il est génial. Il leur manquait du pass rush depuis l'extérieur. Parce que Ocean Jimenez, c'était quand même pas assez. Et ils en prennent 2 en plus. Parce qu'il y a aussi un autre de mes petits chouchous, c'est Elerson Smith. Alors, si tu m'as, j'allais te poser la question justement sur Elerson Smith, parce que du coup, moi je le trouve aussi intéressant qu'Ojulari. Peut-être pas aussi complet. Est-ce que pour toi, ça peut être plus qu'un pass rusher, on va dire, occasionnel, Elerson Smith? Bah, de toute façon, il est en développement parce que c'est un joueur que, bon, déjà, il venait du second niveau universitaire. C'est aussi un joueur qui a commencé sa carrière comme tight end. Donc, il est relativement nouveau à la position, on va dire. Mais ce qu'il a montré en tant que pass rusher avec Northern Iowa, ce qu'il a montré au Senior Bowl où il avait pris de la masse musculaire, etc., moi, je pense que c'est un joueur qui va continuer de progresser. Alors, il sera dans la rotation cette année, alors qu'Ojulari sera sans doute un titulaire. On en attend plus de lui forcément, mais je pense qu'ajouter Elerson Smith, ça peut être vraiment un choix de draft payant pour l'avenir. Moi ça me plaît beaucoup et c'était vraiment leur principal besoin. Comme Alec, j'ai été surpris qu'il rajoute autant de defensive back parce qu'effectivement c'était vraiment pas là où ils avaient le plus besoin. Mais bon, après pourquoi pas, c'est quand même une position tellement importante à la NFL. Moi j'aime bien leur draft, Rodarius Williams, le frère de Greedy, le joueur des Browns. Non, moi ça me plaît, mais même Tony au premier tour, parce que ok, ils ont signé John Ross, ça fait rigoler, mais Tony c'est quand même pas John Ross non plus. C'est un joueur très explosif, qui a des mains très fiables, malgré ce qu'il avait montré au Senior Bowl, mais toute la saison il a montré des mains très fiables, et c'est bien complémentaire avec Golladay, je trouve. Quand tu as un jeune quarterback comme Daniel Jones, qui pour l'instant n'a pas énormément prouvé, c'est très bien de l'entourer. Ils ont fait venir Rudolph, Golladay, maintenant ils prennent Tony. Ouais, moi ça me plaît, franchement ça me plaît. C'est ça, on cherche à l'exposer un peu moins en ayant en plus le retour de Saquon Barkley. Alex, vas-y, complète. J'oublie un point important, mais ils ont donc une confiance aveugle dans leur ligne offensive. Parce que ils sont où les renforts? Pour une équipe qui se fait déboîter en permanence et le quarterback qui court pour sa vie, il n'y a pas un renfort. Alors, ça a été mieux l'année dernière, mais c'est quand même pas ça. Je veux dire, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un renfort sur la ligne offensive. Ned Solder, il vient d'opt-out, il est plus tout jeune. Est-ce qu'il va être performant? On n'en sait rien. Thomas, l'ancien premier tour de Georgia, l'année dernière, il a quand même été un petit peu décevant, même si je pense qu'il va progresser. J'aimais bien le mieux, mais bon, c'est pas non plus, ça va pas être un centre ou un garde All-Pro. Hernandez est déçu aussi, a priori. Hernandez, il est extrêmement décevant, hormis sa saison rookie. Mais elle est où la ligne, quoi? Donc voilà, c'est... Est-ce que je m'avance si je pars sur un redoublement? Non, c'est bon, tu peux y aller. Ouais. Alors, je précise que j'ai rien contre les joueurs qu'ils ont choisis. Tony, Ojulari, ça va être des bons joueurs. Mais tu comprends pas la logique. Je comprends pas la cohérence. Donc, c'est un redoublement. Très bien. Jean-Michel? Moi, j'étais parti sur des encouragements. Avec quand même une cible de plus, quelqu'un d'explosif, le pass rush extérieur adressé. Pour moi, c'était quand même des encouragements. Là, je vais être obligé de faire Van Damme, là, parce que j'ai des compliments de Victor. Alors là, je vous rassure, je ne suis pas souple. Vous me mettez dans une position très inconfortable. Non, écoute, je vais trancher un peu. On va partir sur des encouragements. Je vous rejoins. C'est sûr qu'il y a des choix, en effet, qui restent malgré tout pertinents. Aziz Ojulari, j'ai toujours dit, c'est intéressant. Et en effet, le côté Kadarius Toney, receveur capable de sortir du backfield et en effet d'étirer un petit peu plus cette attaque pour mettre un petit peu moins de pression sur Daniel Jones, je suis la logique. Mais c'est vrai que les cornerbacks au détriment de la ligne offensive, j'entends ce que dit Alex. C'est vrai que là-dessus, c'est bien de renforcer un poste, encore une fois, qui a déjà été considéré notamment par l'arrivée d'Adoree Jackson. Mais si à côté de ça, t'as quasiment que des genoux qui n'ont pas du tout rassuré en 2020 sur la O-line, c'est pas uniquement, je pense, le retour de Nate Solder qui va te transformer l'équipe, à moins qu'on ait une super surprise et que ça devienne les Browns ou les Rams de la saison passée. Mais en tout cas, il n'y a pas d'ajout vraiment significatif pour nous rassurer en ce sens. Donc voilà, sans doute encouragement pour mettre tout le monde d'accord du côté des Giants. Je vois Alex qui... Il n'est pas d'accord. Mais bon.
Mais bon, on termine avec les Eagles dans la NFC Est, messieurs. Alors je vais retrouver leur choix tout de suite. Ça avait commencé au premier tour avec le receveur d'Alabama, Devonta Smith. Au deuxième tour, on avait un autre joueur d'Alabama en la personne de Landon Dickerson, centre. Troisième tour, Milton Williams, defensive lineman de Louisiana Tech. Quatrième tour, Zach McPherson, cornerback de Texas Tech. On avait ensuite Kenny Gainwell, running back de Memphis au cinquième. Au sixième tour, Marlon Tuipolotu, defensive lineman de USC. Taron Jackson, edge rusher de Coastal Carolina, et Jacoby Stevens, linebacker safety d'LSU. On verra concrètement ce qu'on en obtient. C'est peut-être le nouveau Nate Gary du côté de Philadelphie, j'espère pas en termes de rendement. Et puis au septième tour, Patrick Johnson, edge rusher de Tulane. Jean-Michel du côté des Eagles, beaucoup de directions possibles en l'occurrence. Il y a aussi beaucoup d'interrogations malgré tout à l'issue de ces pics. Ah ben oui, clairement. Parce qu'ils avaient vraiment deux besoins. Et je le répète, la draft, c'est pas forcément pour les besoins. Mais bon, c'est quand même mieux si tu fais correspondre les bons joueurs avec les besoins. Et les deux, c'était receveurs. Ils l'ont adressé. Devonta Smith, bravo, superbe. Si on arrête au premier tour, moi je dis félicitations. Mais le souci, c'est qu'on n'arrête pas au premier tour et que le deuxième besoin, celui de cornerback, ils ont attendu jusqu'à Zach McPherson, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est pas possible. Alors oui, dans la Big 12, en 2020, il a fait une bonne saison, ce McPherson. Mais je pense que le besoin de cornerback devait être adressé bien avant. En plus, leur draft, c'est quand même incroyable de voir que les Eagles, c'est une des franchises qui a été le plus touchée par les blessures. Ils prennent que des joueurs avec des historiques de blessures. Je veux dire, Landon Dickerson, c'est un joueur fabuleux. On est tous d'accord, sauf qu'il était blessé, mais tous les ans. Tous les ans, il est blessé. Donc, c'est un peu comme le nouveau Len Johnson. Ils en mettent encore un deuxième. Taron Jackson, j'aime bien ce pass rusher. Lui aussi, c'est un de mes chouchous, Coastal Carolina, etc. Mais il aussi, historique de blessure. Enfin, bref. Et puis, en plus, pourquoi tu adresses la ligne? Je veux dire, si on parle de besoin, c'était vraiment pas le besoin. Pourquoi tu prends des defensive tackles comme Tuipolotu, c'est un bon joueur, mais pourquoi Taron Jackson? Pourquoi Milton Williams? Pourquoi? Lui aussi, on en avait parlé dans une passée pré-draft, c'est un très bon joueur, mais pourquoi tu le prends aux Eagles? Voilà, moi j'ai vraiment pas compris. Alors il reste une très bonne sélection, celle du running back, je vais vous le laisser, mais sinon je comprends pas. Alex, ton avis sur cette draft des Eagles? Alors, moi, j'avoue que d'emblée, je me suis dit que les tranchées, c'était pas forcément une mauvaise direction, sachant qu'il y a une bonne ligne encore sur le papier du côté de Dallas, même si elle est vieillissante, et une bonne D-line du côté de New York et Washington. Est-ce que tu suis cette logique, ou est-ce que, comme Jean-Michel, ça te laisse quand même beaucoup plus sceptique? Alors, j'étais pas aussi sévère que Jean-Michel, pour une fois. Les rôles sont inversés. Il y a des choses que j'aime bien. Alors, évidemment, Devonta Smith, c'était le besoin numéro 1. C'est vrai que j'aurais pris un cornerback avant. C'est vrai que je comprends pas. J'aime bien Dickerson, mais je comprends pas la logique de prendre un centre alors que tu as encore un des tout meilleurs centres. Alors, oui, il y a tous les ans des rumeurs de retraite, mais on est au mois de mai et il est toujours pas à la retraite. Et Jason Peters, il joue encore à 41 ans, donc peut-être que Kelsey aussi. Donc voilà, Dickerson, ok, mais c'est pas forcément le besoin. Bon, et alors par contre, il y a quelque chose que j'aime énormément, effectivement, c'est cette sélection de Kenneth Gainwell au 4e tour, super running back polyvalent qui va pouvoir apporter en sortie de backfield ce que leur running back numéro 1 actuellement, Sanders, ne fait pas forcément très bien. Donc c'est intéressant. Bon, moi j'aime bien Tuipolotu, mais c'est vrai que c'était pas nécessairement le besoin. Bon, il y a du bon, il y a du moins bon, mais si tu veux, ils sont tellement en progrès pour moi par rapport à 2020 que je suis plus indulgent. Très bien, ça t'amène à leur mettre quelle note à ces Eagles? J'étais allé sur compliment. Moi. Oh, compliment. Oh. Alors je préfère le dire, Victor aussi. Non. Et pourtant, Victor est quelqu'un d'exigeant avec les Eagles. Ouais. Jean-Mi, si j'entends ce que tu dis, tu pars sur du passable? Ah ouais, moi j'étais parti sur du passable, franchement, ouais. Alors je sais pas si c'est mon historique de chambrage avec Victor que j'aime beaucoup, ouais, je le dis parce que certains... Moi j'ai des amis qui m'ont dit, mais il y a un problème avec Victor, tout le temps vous... Non. Ben oui, vous cherchez tous les deux. Il n'y a aucun problème avec Victor, je l'adore et puis je pense que c'est réciproque, donc aucun problème. Mais ouais, moi je suis vraiment très sceptique, alors je veux bien monter jusqu'à encouragement, mais franchement, ouais. Je t'avoue, les Eagles, j'étais parti sur encouragement. Moi, il y a des choix, en effet. Blinder aussi massivement la ligne défensive, je veux bien l'entendre. C'est pas le secteur qui m'inquiétait le plus, même si, comme je disais à Victor, il y a peut-être une réorganisation défensive avec le nouveau coaching staff, j'en sais rien, mais bon, c'est vrai qu'il y a des profils extrêmement hybrides, comme ça peut être le cas notamment de Tuipolotu et de Williams. Mais oui, en l'occurrence, il y a peut-être des directions. Moi, Zach McPherson, j'aime bien, mais j'entends ce que tu dis sur le 4e tour et le fait qu'ils auraient pu peut-être aller chercher un starter immédiat
en tout cas, un joueur susceptible de bouleverser la hiérarchie plus rapidement. Parce que si tu te retrouves encore avec Avante Maddox ou Michael Jacket ou que sais-je, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais j'aime bien le profil à voir à moyen terme ce que ça peut donner. Mais ouais, plus qu'encouragement, c'est compliqué. Après, on a 2 compliments, 2 encouragements. Bon, moi je dis, on peut aller jusqu'à compliment quand même. Non, on peut rester sur encouragement. Hein, ah aussi. Bon, d'accord. C'était des petits compliments. Ah, j'ai pas entendu le moins, pardon. Non, donc, mais les deux me vont, il n'y a pas de souci. Très bien, donc encouragement. Alors si je ne me trompe pas, ça nous donne félicitations pour Washington. Ça nous donne encouragement pour les Cowboys, les Eagles et les Giants. Je persiste avec les Giants quand même, je le précise. On n'en doute pas. Jean-Michel, avant qu'on se quitte, tu voulais rajouter un petit mot? Oui, je voulais donner 2 dernières notes en fait pour cette draft 2021. Et je sais que je parle au nom de toute l'équipe de Touchdown Actu. Alors la première note, c'est celle de félicitations à tous ceux qui nous ont suivis lors des 2 lives, parce que c'était vraiment plaisant de voir autant de monde avec nous à des heures si tardives, et en plus venant de lieux aussi divers et très variés, je veux dire du Japon à la Kabylie, du Canada au Sénégal, de toutes les régions de France, donc merci à vous tous. Et puis aussi la note de compliment plus à tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous en direct, et on le comprend, hein, mais qui ont suivi en différé nos lives, car vous avez été vraiment très nombreux, donc merci à tous, et puis comme font les footballeurs, même si vous ne pouvez pas le voir, cœur sur vous. Je te rejoins. Merci infiniment à ceux qui nous ont écoutés. Merci encore à tous les membres de l'équipe qui se sont arrachés pendant toute cette période. Depuis le mois de décembre notamment, on a commencé à lancer les podcasts, voilà, tout ce qui est fiches, personnes notamment actives, on va dire dans les coulisses, si je peux parler ainsi, du direct draft. T'en faisais partie notamment, Alex. Voilà, on imagine que c'était pas simple du tout, l'enchaînement, le nombre de choix qui allait quand même relativement vite, beaucoup plus vite en tout cas qu'au premier tour par exemple. Je sais qu'entre le 4e et le 7e, pour avoir vu un petit peu l'organisation sur Slack, c'était pas ce qui avait le plus évident. Alors, il y a eu des coups de speed cette année, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où les franchises se sont déchaînées, on a eu un petit peu de mal à suivre, mais j'ai été superbement épaulé par Elliot dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ouais. Et Lucas peut-être aussi, futur membre de la rédaction draft d'ailleurs, ouais, je crois qu'il s'est avancé. Voilà. Et je salue aussi Lucas qui m'a beaucoup aidé durant le premier tour, donc voilà, on est une bonne équipe bien complète. Tout à fait, merci à lui, et puis merci également à Alain pour le direct live, merci à Camille qui a pris du temps également sur la technique pour les 2 nuits auxquelles on vous a fait, qu'on a organisé, pardon. Mais voilà, beaucoup de travail, et encore une fois, on va faire en sorte que tout se goupille de mieux en mieux d'ici la saison prochaine pour vous fournir un contenu de qualité. Je vous rappelle en tout cas que cette émission a été présentée par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL, une gamme de ballons que vous retrouvez notamment sur decathlon.fr. On est donc parti pour une intersaison un petit peu plus calme qu'à l'accoutumée, mais voilà, les podcasts de TDA reviennent très prochainement. Il y a une actualité sur le site qui devrait suivre. Je crois qu'il y a le top 50 qui va revenir très prochainement également. Donc voilà, restez bien connectés, on ne vous oublie pas malgré une période NFL un petit peu plus calme, et notamment un printemps un peu plus léger en termes d'actu. Merci encore messieurs en tout cas, merci Jean-Mi, merci Alex, et à très bientôt pour l'actualité du foot US sur Touchdown Actu. Salut à tous. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foot US dans TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on file.